Donc, bienvenue tout le monde à cet entretien, c'est un grand entretien du Living Lab Charlevoix avec le docteur Mélissa Généreux. Alors, c'est vraiment un honneur on va se tutoyer quand même, Mélissa, parce qu'on était des collègues de classe. Mm-hmm. Donc, on a terminé notre cours de médecine, je pense, j'essaie de calculer tantôt, je pense en 2003. Oui, 98 à 2003, je pense. Ouais, sur le CV, je le vois écrit, ouais. Et donc, c'est presque 20 ans déjà. Oh my God! Mélissa, quand même. Non, mais là, tu n'étais pas obligé de me rappeler ça. Moi, non, c'est ça. Moi non plus, j'ai eu comme un choc. Dans ma tête, ça fait 10 ans que je sors du secondaire, là, puis je vais avoir mes retrouvailles, mais non. Aïe, aïe, aïe. Et puis, on a beaucoup de personnes de la santé publique ici pour t'entendre, mais d'autres personnes du Living Lab. Et cette entrevue-là va vraiment être écoutée parce que Mélissa, tu es vraiment une grande vedette de la santé publique au Québec et à l'international, en fait. Vraiment pour toute ton expertise, entre autres sur les catastrophes. Et donc, tu as été très connu comme conférencière, chercheur et personne qui a joué un rôle vraiment important au lac Mégantic, dans la région du lac Mégantic, avec l'explosion, la tragédie au niveau du train. Tu es donc médecin de santé préventive, santé publique, spécialiste dans ce domaine-là. Tu as aussi été directrice, je pense, de la santé publique de l'Estrie, en fait. Mm-hmm. Un peu comme c'est Dr Poirier qui fait ce travail-là maintenant par intérim, je pense. Oui, un intérim qui s'est prolongé. Dans le fond, moi, j'ai été nommée le 2 juillet 2013. Je le dis parce que c'est 4 jours avant la tragédie de lac Mégantic, là, quand tu dis que il y avait un certain timing là, qui a changé le cours de ma carrière comme directrice. Mais bref, de 2013 à 2019, septembre 2019, je savais pas que la pandémie s'en venait. Là. Je me suis toujours demandé si j'aurais pas aimé mieux ou pas. Là. Je sais pas, être directrice encore pour faire face à cette autre grande crise catastrophe. Mais bref, oui, Alain non plus certainement le savait pas en me remplaçant en septembre 2019 que son intérim de quelques mois, voire un an, allait se prolonger. Je pense qu'on est rendu ça va faire 3 ans, peut-être même un petit peu plus que 3 ans, tout est partout. Et tu es aussi professeur donc à l'Université de Sherbrooke. Mm-hmm. Tu es chercheur. Tu as mené d'importantes études, en fait, au cours de la pandémie à différents égards, mais beaucoup au niveau de la santé mentale, dans la population, beaucoup chez les jeunes. On t'a vu, à tout le monde en parle, justement, et je passe des extraits probablement illégalement dans mes conférences sur la gestion du stress. De ton entrevue et qui était vraiment fort pertinente. Aujourd'hui, dans le Living Lab, donc c'est un stage de leadership et d'innovation qui a été créé en temps de pandémie. Et donc, on a parlé un peu plus tôt, je pense, avant de commencer l'enregistrement des 5 piliers, donc le leadership, la créativité, l'innovation, la médecine rurale, la santé, bien-être. On questionne les gens sur la plupart des aspects. On n'aura peut-être pas tout le temps de couvrir ça, mais c'est un peu le fil conducteur. Mais évidemment, on va parler de ta carrière, de comment tu es rendu là. Le choix aussi des invités se fait à quel moment. C'est beaucoup aussi en fonction de l'actualité. Et toi, il y a vraiment un point important de l'actualité. Et on va le dire tout de suite. Puis on pourra te re-questionner là-dessus, mais tu seras candidate pour Québec solidaire dans l'Estrie. Et tu as annoncé ça, donc candidate vedette. Et bon, on va parler de ça un peu plus tard. C'est quoi le rôle? Pourquoi tu veux faire ça? Mais là, Mélissa, je veux juste te dire que moi, je me souviens de toi quand on était en médecine. On ne s'assoyait pas dans la même partie de la classe. Donc c'est un gros auditorium. Évidemment, jolie fille qui communique bien, dynamique. Et moi, je suis arrivé, je faisais partie les plus vieux de la classe cette fois, donc les plus jeunes qui venaient du cégep. Vous étiez une gang vraiment dynamique et on était plusieurs plus vieux, là, puis vous nous aviez tellement bien accueillis. C'était vraiment, vraiment le fun, tous ces échanges intergénérationnels, on va dire. Ben là, intergénérationnel. Bon, écoute, je sais pas. Écoute, on ne parlera pas de ça. Mais écoute, Mélissa, je veux te dire, moi, je me rappelle que tu étais une personne qui savait où ce qu'elle s'en allait. Tu étais très confiante. Tu n'avais pas l'air du tout de l'étudiante en médecine aussi très stressée par toute la vie, les examens. Tu avais l'air d'avoir du fun. Tu t'entraînais, tu participais à plein d'événements.
de notre classe et j'ai des très bons souvenirs. Je me suis toujours posé la question, que ferait Mélissa Généreux plus tard? Alors, c'est un sujet de discussion pour plusieurs personnes. On prédisait un peu qui allait faire quoi et tu as certainement bien évolué. Maintenant, j'aurais jamais pu prédire que tu irais en santé publique. Alors, je vais commencer là-dessus. Pourquoi tu as choisi cette discipline-là, qui est finalement une super discipline dans les temps? Mais comment tu as eu l'idée d'être médecin dans ce domaine-là? Eh boy, je pourrais partir de loin, mais je veux quand même juste faire un petit clin d'œil sur ce que tu disais. Tu sais, quand je suis rentrée en médecine, moi, avant de rentrer en médecine, des années au cégep, au secondaire, j'étais une autre personne. Tu sais, j'étais justement quand même assez performante et très centrée sur l'atteinte et les notes, être performante au niveau de tout ce qui peut constituer un bon CV pour rentrer en médecine. C'est comme si ma vie, ça avait toujours été d'être performante. Puis j'ai appris à 18 ans, c'est ça, pendant que j'étais au cégep, que j'avais la maladie de Crohn. Puis ça m'a vraiment jeté à terre, dire wow, tu sais, j'ai imaginé des scénarios futurs. Finalement, ça va super bien, là, c'est pour ça que j'en parle, mais je suis même plus traitée. Mais bref, sur le coup, j'ai pensé que ma vie était finie, tout ça. Puis j'ai vraiment pris conscience là que regarde, si je suis admise en médecine, je me suis promis d'avoir un meilleur équilibre de vie, de vraiment profiter, d'avoir une joie de vivre, puis de me dire, regarde, je suis déjà rentrée en médecine, c'est déjà une atteinte en soi, puis maintenant, c'est ça, même si je suis pas la meilleure de la classe, même si je suis pas la plus performante, chose certaine, je vais être parmi celles qui a le plus de fun à être aux études puis à vivre sa jeunesse en même temps. Tu sais, pour moi, c'était bien important, là. Mais puis c'est pas mais dans le négatif. Ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, à force de juste vivre ta vie puis d'être quand même très équilibré, là, c'est peut-être comme ça que je pourrais qualifier mes années en médecine. Ben le naturel est un peu revenu. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça, sentir que je suis pertinente, tu sais, que je suis utile, que je fais une différence. Puis, oups, à un moment donné, on commence les stages, l'externat. Puis, on dirait que c'était pas dans le réseau clinique que je trouvais que j'allais le plus pouvoir changer quelque chose. Où est-ce que j'ai trouvé que je pense que j'avais certaines aptitudes, c'est quand en médecine familiale, dans mes stages, j'interagissais avec des gens, puis je réussissais à aller plus loin que de dire, ben j'ai trouvé ce que tu as, puis je vais trouver le bon traitement. J'aimais vraiment sentir que je travaillais l'aspect un peu plus psychosocial, puis les habitudes de vie, puis j'aimais que le patient revienne un mois après, puis sentir qu'il y avait une nouvelle motivation à vraiment changer les choses, qu'il avait vraiment modifié un peu à la source là, les déterminants de sa santé. Puis ça, pour moi, c'était une victoire. Là. J'étais vraiment fière, je trouvais une satisfaction là-dedans. Puis là, ben, de fil en aiguille, j'ai vraiment juste regardé les programmes qui pouvaient un peu m'aider à m'épanouir là-dedans. Puis, je suis tombée sur la santé publique en n'ayant aucune idée de ce que c'était. Mais sur papier, je trouvais que ça sonnait très bien. Puis, ça m'a évidemment pas déçue. Intéressant parcours. Comme quoi, des fois, tu sais, on a plein de surprises dans notre vie. Et puis, si justement, on se laisse... on est ouvert d'esprit, on peut finalement choisir une carrière vraiment intéressante qui peut changer aussi en cours de route. Et la santé publique, évidemment, nous, on a appris ça à force de côtoyer les gens de la santé publique au cours des dernières années dans Charlevoix. On apprend la grande versatilité et l'impact de toute cette discipline-là. Et donc, tu fais beaucoup de choses. Et donc, à travers ta carrière, tu t'es intéressé, si on parle à la santé mentale, par exemple. Donc, pourquoi tu t'es intéressé? Donc, moi, je t'aurais vu psychiatre. Je ne sais pas pourquoi j'étais psychologue avant d'aller en médecine. Je ne sais pas pourquoi je t'aurais vu psychiatre. Et donc, j'étais pas surpris de voir ton intérêt pour la santé mentale. Et donc, tu as mené des études en temps de pandémie. Parmi les premières études, ou peut-être les seules, en fait, au Québec chez les jeunes. Il y a plusieurs études en cours, mais tu as mené vraiment ces grosses études-là. Peux-tu nous en parler un peu sans rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce qui te touche par rapport à ça présentement? Bien, tu sais, dans le fond, la santé publique ou l'angle un peu plus santé mentale en santé publique, j'ai toujours trouvé que c'était pas assez développé. Puis moi, c'est vraiment à la tragédie de Lac-Mégantic que ça m'a
frappé de plein fouet parce que nous-mêmes, moi-même, j'étais tombée dans le piège, tu sais, pour les étudiants ou les gens qui côtoient la santé publique de près ou de loin. On sait tous que quand il arrive une grande tragédie avec une menace à la santé directe, là, on parlait de tonnes de pétrole qui brûlaient, on tombe rapidement dans le confort de nos algorithmes et nos protocoles de gestion de crise. Puis on peut vraiment faire le parallèle avec la pandémie. En fait, je pense que c'est encore pire parce que là, on fait face à un virus, on fait face à des approches très de santé publique, de vaccination, de quarantaine. Donc là, on est tellement pas confortable, mais confortable avec ces cadres de référence-là qu'on peut facilement s'y perdre puis oublier que la santé, c'est plus qu'un virus ou c'est plus que des contaminants chimiques dans l'air. Donc, à la tragédie de Lac-Mégantic, moi, comme directrice, au début, c'était vraiment, là, est-ce qu'on évacue les gens? Combien de temps? Est-ce que l'eau est sécuritaire à boire? Est-ce que les sols sont contaminés? Bon, on était vraiment dans une approche très, très santé physique et contaminants chimiques. Puis, au fil des semaines, quelqu'un me dit, le moral de la population n'a pas de l'air à aller si bien. Je fais, ouais, c'est assez logique, mais ça relève-tu de nous? Puis, il faut savoir qu'en gestion de crise, ben, il y a une équipe psychosociale qui sont là pour offrir des services directs aux gens qui souffrent. Donc, les gens nous disaient, ben non, vous êtes la santé publique, vous vous occupez de la menace du produit chimique. Puis à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais l'approche individuelle pour aider les gens en grande détresse, c'est une chose, mais cette approche-là un peu plus populationnelle, de prévention dans la communauté pour la santé mentale, qui va la faire? Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'impact des grandes crises sur le bien-être de toute une collectivité. Puis quand la pandémie est partie, en fait, on est en février 2020, là, on parlait même pas encore de pandémie. J'ai vu passer une opportunité aux IRSC, les Instituts de recherche en santé du Canada, de financement de recherche rapide. Là, puis je me suis pas trop posé de questions. J'ai dit, garde, all-in, on avait une semaine pour produire un protocole. Puis honnêtement, moi, je suis rarement chercheur principal des grosses enquêtes financées par des organismes comme ça. Donc, je me suis lancée avec des collègues. On a rédigé ça en une semaine. Je me rappelle, je m'en allais au Brésil en plein milieu. Tu sais, c'était un peu n'importe quoi faire ça. Je faisais ça dans l'avion. En tout cas, mais on l'a soumis 1 demi-million plus tard. On a été subventionné et c'est ça qui a parti de balle de documenter les impacts psychosociaux de la pandémie. Mais là, cette fois-ci, c'était plus pour une communauté bien précise, mais pour l'ensemble du Québec, du Canada et même de 7 autres pays dans le monde. Est-ce que c'était une étude, est-ce que c'est une étude longitudinale et qui est toujours en cours? En fait, je me fais souvent demander pourquoi je fais pas du longitudinal. C'est sûr que dans termes de qualité de vie de recherche, c'est mieux de faire des études de cohorte prospective, donc du longitudinal. Mais oui et non. En tout cas, je vais expliquer un peu ma pensée. C'est que dans un contexte de crise, une étude de cohorte longitudinale, c'est intéressant si on s'assure qu'on n'a pas trop d'attrition, qu'on n'a pas trop de pertes au suivi. Puis, je l'ai déjà fait une fois pour les inondations printanières qu'on a connues au Québec là, au printemps 2019. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une attrition importante. Premièrement, le taux de participation là, des gens, la propension des gens à vouloir s'inscrire, s'enrôler dans une étude comme ça, alors qu'ils viennent de vivre des crises, des perturbations sur tous les plans de leur vie, c'est déjà difficile. Puis, de pouvoir aspirer à les suivre, puis les recontacter 1 an plus tard, par exemple, puis d'espérer que l'échantillon 1 an plus tard est aussi représentatif que celui au temps zéro. Moi, je l'ai pas vécu comme ça. C'est ce que j'ai vu, c'est que les gens qui acceptent d'être suivis dans le temps, c'est souvent les gens les plus en santé, les gens qui ont été moins affectés par la crise. Donc, pour toutes ces raisons-là, puis aussi parce que quand une crise arrive, je pense que le plus important, c'est être capable de prendre une photo rapidement de ce qui se passe, puis de reprendre une série de photos ensuite au rythme là, qui convient selon la situation. Moi, je trouve que c'est une énergie qui est peut-être mieux investie, puis que jusqu'à présent a quand même été assez utile. Là. Et cette étude-là, donc, si tu nous donnes, tu sais, quand même les grandes lignes, juste des taux d'anxiété, de dépression dans la population, de ce que tu as vu, c'était quand même assez alarmant. Parce qu'on avait quand même des données, tu sais, le Québec collige des données, je ne sais pas le nom exact, mais tu sais, tu as quand même des questionnaires populationnels à toutes les, je sais pas combien de temps, là, mais on mesure finalement la détresse dans la population, l'enquête sur la santé mentale au Québec. Je sais pas le nom, là, vous le savez, en santé publique. Mais quand même, les chiffres sont souvent assez préoccupants de ces enquêtes-là. Tu sais, comme genre 10% de la population pense à
à se suicider dans la dernière année ou des trucs comme ça. J'ai pas les chiffres, mais lorsqu'on parle de la détresse, par exemple, des médecins, des professionnels de la santé, qui est des chiffres absolument ahurissants, les gens me demandent, oui, mais c'est quoi dans la population générale? Mm-hmm. Alors, par exemple, 30% avant la pandémie, 30% des médecins souffraient de burn-out ou de dépression même, selon les études de l'AMC, l'Association médicale canadienne. Ils ont refait dernièrement l'étude, ça va sortir dans quelques mois. Est-ce que quel est le taux présentement dans la population québécoise justement de détresse psychologique? Je ne sais pas quels outils vous avez utilisés, mais c'est quoi? Bien, en fait, là, ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est la grosse enquête financée par les instituts de recherche de santé du Canada. Bon, ça, c'est une chose. Ça, c'était plus un volet international pour comparer le Québec, le reste du Canada à d'autres pays en Asie, en Europe, États-Unis. Mais parallèlement, ce qui s'est passé, c'est que il y a certaines directions de santé publique au Québec qui nous voyaient un peu dans les médias parler de cette étude-là, puis qui disaient, ben c'est un peu dommage qu'à l'échelle du Québec, on a seulement 1000 répondants. Tu sais, ça nous permet pas de dessiner un peu le portrait plus précis à l'échelle des régions. Donc, à un moment donné, ben, je le connais bien, le réseau de santé publique. Là, j'ai été directrice, je suis médecin depuis plusieurs années. Donc, j'ai écrit à tous les directeurs de santé publique pour dire, regardez, ça vous tente-tu? Tu sais, je vous l'offre, là. Ça vous tente-tu de payer l'excédent que ça coûterait pour avoir vos données? Moi, je leur demandais pas d'argent là, pour mon équipe de recherche ou tout ça, mais c'était vraiment plus pour les frais associés à la collecte de données. C'est étonnamment pas si cher que ça parce que c'est des enquêtes web. Puis bref, chaque région a dit oui. La région de Québec, partout. Toutes les régions ont dit oui. Donc, on a réussi à monter des échantillons qui sont plus de l'ordre de 10, 11 000 adultes à l'échelle du Québec. Donc, on a vraiment acquis une connaissance incroyable. Puis on a réussi à même faire des enquêtes de façon plus régulière, plus répétée dans le temps que ce qu'on aurait pu faire avec le projet des IRSC. Donc ça, je voulais apporter cette nuance-là. Puis l'autre nuance, c'est que notre enquête se faisait chez les 18 ans ou plus. Puis, parce que c'est une enquête web, puis d'un point de vue éthique, je n'étais pas à l'aise d'aller solliciter des 12-17 ans, par exemple, par une enquête web qui passe par des panels comme le panel de Léger. Donc, parallèlement à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi sollicité les écoles de mon territoire et de d'autres régions du Québec pour dire, ça vous tenterait-tu qu'on vous propose un questionnaire en ligne que vous allez faire administrer directement à vos élèves, vos étudiants pendant les heures de classe. Donc là, juste pour démêler, là, quand je parle de notre enquête des jeunes de 12 à 25 ans, ça, c'est celle qui est passée par le biais de la participation des écoles secondaires, cégep, université. Et j'ai aussi celle chez les adultes, 18 ans ou plus, tout âge. Puis dans tous les cas, si je peux te résumer en quelques mots, ça va pas super bien d'un point de vue des symptômes d'anxiété, dépression. Nous, c'est ça qu'on mesure, vraiment des symptômes qui s'apparentent beaucoup aux critères du DSM, là, qui est un peu le guide diagnostique en médecine pour distinguer quelqu'un qui aurait, par exemple, un trouble d'anxiété généralisée ou une dépression majeure. Donc, on prend à peu près les mêmes critères, puis ça fait partie d'une échelle qui est utilisée internationalement, validée maintes fois. Puis avec ça, on est capable de diviser ceux qui ont des symptômes modérés à sévères, ceux qui, en clinique, là, on commencera à avoir un doute sur un trouble probable, et ceux qui ont moins que des symptômes modérés sévères. Puis, si je peux dire, pour l'anxiété et la dépression, c'est à peu près un adulte sur 5 au Québec qui, au cours des 2 dernières semaines, rapporte des symptômes qui seraient compatibles avec soit un trouble d'anxiété généralisée ou soit une dépression majeure. Pas à vie, là, dans les 2 dernières semaines. Donc, c'est grosso modo une prévalence d'à peu près 1 sur 5. Puis, chez nos jeunes de 12 à 25 ans qui fréquentent un établissement d'enseignement, là, c'est démesuré. Pour les mêmes questions, on atteint du 40-50% de jeunes qui correspondent à des critères de symptômes modérés à sévères d'anxiété-dépression. Je suis comme pas capable de m'habituer de le dire. Je trouve que ça fait pas de sens, mais je peux pas interpréter autrement que ce que les jeunes nous ont répondu massivement dans l'enquête. Est-ce qu'on savait déjà avant un peu quelle était la situation chez les jeunes? Donc, on parle-tu du double de taux parce que quand même, tu sais, il y a eu longtemps, le Québec avait des records de suicide chez les jeunes. Je pense que ça a changé, là, mais c'était des records de taux de suicide chez les jeunes.
Oui, ben c'est sûr que l'échelle qu'on utilise pour les symptômes d'anxiété puis de dépression, c'est malheureusement une échelle qui était très peu utilisée avant la pandémie à l'échelle populationnelle. Je suis pas mal certaine que maintenant, on va plus les utiliser. Je pense qu'on a compris que de bien monitorer la santé psychologique des gens à travers, entre autres, des symptômes d'anxiété, dépression, c'est un peu la base. Mais bon, j'en ai pas de très bons comparatifs. Je pourrais te sortir quelques études menées au Québec sur des échantillons représentatifs de la population qui montraient des niveaux très bas, là, genre 3 d'anxiété généralisée puis 7 de dépression, mais on n'est pas dans les mêmes niveaux là, avec les 20 que je mentionnais. Par contre, pour nos 12-25 ans, j'ai une question bien simple qu'on leur a demandé, c'est comment tu évalues ta santé mentale générale? Ils pouvaient dire excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise. Donc, ceux qui ont dit passable ou mauvaise, on s'entend qu'ils qualifient leur santé mentale de pas si bonne que ça. Et ça, cette question-là, je l'avais posée à des jeunes au secondaire en janvier 2020, juste avant la pandémie. J'ai redemandé à ces mêmes écoles-là pendant la pandémie, puis ça a triplé la proportion de jeunes qui disent avoir une santé mentale passable ou mauvaise. On était autour de 10 avant la pandémie au secondaire en Estrie, puis on est rendu autour de 30 Et c'est vrai en janvier 2021 et janvier 2022, là, je viens tout juste de terminer une de ces enquêtes-là. Fait que non, ça va pas bien. Et je pense que c'était déjà un enjeu avant la pandémie. Mais s'il y a quelque chose, la pandémie a peut-être mis en lumière cette problématique-là, il l'a surtout, je crois, malheureusement exacerbé. Et donc, non seulement tu as évalué la situation, mais je pense que tu travaillais vraiment avec les hautes instances du gouvernement pour travailler sur un plan vraiment d'attaque en santé mentale, d'intervention. On a parlé, le terme est peut-être pas exact, là, mais les sentinelles, donc les premiers répondants en santé mentale. C'était la première fois que j'ai entendu ça à l'ACFAS. On a fait quelque chose ensemble. C'est la première fois que j'entendais ça. Le docteur Blot, Pierre Blot, qui je ne sais pas s'il est encore Pierre. Nous, on s'est connus dans le temps des troubles anxieux, l'association des troubles anxieux. Docteur Blot est un des dirigeants au ministère en santé mentale. Corrige-moi si je me trompe. Et donc, il parlait beaucoup de toi et de tout le projet. Donc, tes premiers au niveau des détails de tout ça, peut-être, puis parce que je veux parler de toi, puis de différents enjeux actuellement, mais est-ce que tu crois qu'on va arriver à créer un plan d'intervention adéquat au Québec pour répondre justement à l'ampleur de ces problèmes-là? Ben oui et non. Je veux pas être pessimiste, mais j'ai vraiment été remplie d'espoir, là, je dirais. C'était à l'automne 2020. Parce que justement, je me mets à partager un petit peu dans les médias les résultats de notre étude internationale. Ça génère l'intérêt pour le réseau de santé publique de faire cette même enquête-là, mais à une échelle plus régionale, à l'échelle du Québec avec un plus grand nombre. De là découle une série d'entrevues. Et là, début octobre, je reçois ce genre de bel appel-là que tu rêves toujours d'avoir du cabinet du ministre Carman. Je le connaissais pas, là. Je sais pas, ils ont trouvé. Mais je pense que c'est Pierre Blot, probablement, qu'on se connaissait un peu, qui leur avait donné mes coordonnées. Mais bref, ils ont dit, écoute, on a été sensibilisés à ces données-là choquantes. Et ça, retenez tout le temps, là, d'avoir des données choquantes. Moi, j'ai de l'air de la fille qui aime ça, qui se plaît à parler de problèmes, mais c'est parce que malheureusement, il faut comme un peu brasser l'esprit des gens, de nos décideurs, pour qu'ils sentent l'urgence d'agir. En tout cas, à date, ça a toujours fonctionné. Puis ce matin-là, ça a clairement fonctionné. Donc, ils me demandent, tu peux-tu nous en dire plus sur cette enquête-là? Là, on trouve ça quand même assez perturbant là, d'avoir des telles statistiques. Et la question qui suit souvent, c'est est-ce que tu as des recommandations? Et ça aussi, c'est mon deuxième conseil. Il ne faut jamais juste brandir des statistiques. Il faut toujours être prêt à répondre, surtout quand c'est un appel d'un cabinet de ministre. Tu as 5 minutes. Ce n'est pas le temps de dire je vais faire une étude, je vous reviens dans 6 mois. Il faut avoir tout de suite quelque chose à proposer parce que c'est peut-être la seule occasion que tu vas avoir pour proposer ton idée. Donc, moi, ce que j'ai eu, en fait, j'y avais déjà un peu réfléchi. Si la situation se présente, qu'est-ce que je répondrais? Puis, fort de notre expérience à Lac-Mégantic où on avait déployé une toute nouvelle approche de proximité pour soutenir le rétablissement dans les communautés. Mais je leur ai dit, écoutez, ce qu'on fait à Mégantic, ça commence à être de plus en plus documenté. Ça fait 5-6 ans, peut-être même 7 ans, en 2020, qu'on travaillait là-dessus. On connaît les ingrédients, puis je suis même capable de vous le chiffrer. Cette équipe-là à Mégantic, elle couvre tout le RLS du granit. Ça coûte 250 000 par année. Si on peut avoir ce genre d'équipe-là dans toutes les MRC ou tous les RLS du Québec, il y en a à peu près 100, ça coûterait 25 millions.
Et là, ils m'ont trouvé quand même assez drôle, le cabinet du ministre, dire santé mentale, 25 millions, qui plus est, en prévention dans les communautés. C'est pas le genre de budget dont on dispose. Ben, écoutez, je vous m'avais demandé ma recommandation, je vous la donne, puis je leur ai envoyé des écrits là-dessus. Puis, le 31 octobre 2020, malheureusement, est arrivée la tragédie à Québec, dans les rues de Québec. Et là, je pense que ça a ravivé cette question-là de besoin de repérer plus tôt dans le processus de la maladie, les enjeux de santé mentale, d'avoir un tissu social beaucoup plus fort. Et là, ils m'ont rappelé le lundi matin, le 2 novembre, pour dire, écoute, la conférence de presse, Lionel Carman va annoncer qu'il a retenu ta proposition et qu'il va avoir un réseau qu'on appelle maintenant un réseau d'éclaireurs, c'est-à-dire suffisamment d'argent investi dans chaque réseau local de services pour avoir une approche similaire à celle de l'équipe de proximité de Lac-Mégantic. Donc, tu sais, j'ai fait wow, est-ce que c'est un, tu sais, je sais pas comment dire, mais quand tu es chercheur et médecin, tu sais, c'est à peu près la plus belle, c'est pas une belle nouvelle parce que c'était en réaction à quelque chose de tragique, mais j'avais un sentiment, disons, de satisfaction de sentir qu'on avait entendu, que nos propositions avaient été entendues, puis surtout que les apprentissages de Mégantic étaient reconnus puis allaient servir à d'autres fins, puis cette fois-ci pour l'ensemble du Québec. Puis pourquoi j'ai dit oui et non à ta question initiale, c'est que peut-être un endroit où je suis peut-être un peu plus déçue, c'est pas au niveau politique, là, c'est vraiment plus au niveau de notre culture du système de santé. Parce que quand cet argent-là, puis les ressources sont descendues dans les CIS et dans les CIUS, là, il y a des gestionnaires qui ont dû gérer le projet. Puis là, ce que je me rends compte, c'est que c'est très gestionnaire dépendant, très CIS et CIUS dépendant, la manière dont on s'est approprié cette vision-là de projet puis qu'on l'a opérationnalisé. Donc, ce que j'entends un peu sur le terrain, c'est que ça a peut-être pas donné naissance à une approche telle que j'aurais pu l'imaginer au départ, du moins pas partout égal. Donc, il y a des enjeux de changement de culture dans notre réseau de la santé assez importants. Puis ça, je pense que ça se fait pas juste en injectant de l'argent, là. C'est quelque chose qui se construit en continu. Intéressant de nous donner le suivi justement de ce dossier-là. Je n'étais pas au courant. J'avais vu les annonces, mais je ne savais pas comment. Alors, c'est intéressant. Ça touche au sujet de bureaucratie, des grosses machines, diffusion de responsabilité. Là, c'est vraiment complexe. Mélissa, si on parle donc, tu as fait preuve de beaucoup de leadership à plusieurs égards. Donc, un leadership en temps de crise. Monte une demande de subvention en temps de crise. Donc, tous les chercheurs vont dire que leur vie a été bouleversée parce qu'imagine, tu étudies les maladies cardiovasculaires et tout ce que tu fais, l'argent va plus là, va vraiment dans la pandémie, il y a des concours spéciaux. Tu es happé de plein fouet par toutes les possibilités de financement, mais évidemment, les gens se revirent tranquillement de bord avec leur grosse équipe et compétitionnent. Donc, ils ont tout un how-to d'écrire des demandes de subvention. Et donc, tu peux vraiment investir beaucoup de temps pour pas beaucoup de résultats financiers. Donc, beaucoup de chercheurs ont été dévastés par la pandémie à plusieurs égards. Mais toi, tu as réussi à capitaliser sur cette situation-là par rapport à aussi, tu étais la bonne personne au bon moment, mais tu faisais déjà plein de choses. Fait que tu as beaucoup de leadership. Fait que là, ma question de leadership, donc on invite des leaders ici c'est qui pour toi? Puis on pose cette question-là en début de stage. Nomme-moi 2 ou 3 leaders pour toi qui sont des exemples de leaders dans ta vie. Et tu sais, il n'y a pas de limite là, mais 2, 3, puis dis-nous pourquoi. En tout cas, je pense pas que c'est le type de réponse que. En fait, il ne doit pas avoir de bonne ou de mauvaise réponse, mais. Il n'y en a pas de bonne et mauvaise. On a tout entendu. Non, on fait beaucoup de travail là-dessus lorsque les gens, moins dans cette cohorte-ci parce que on est plus nombreux, mais vas-y, on va te dire pourquoi on pose la question. Quand j'étais jeune, là, puis là, c'est sûr qu'elle est rendue quand même assez vieille, mais ma grand-mère, on va dire, elle est plus un peu en perte d'autonomie, mais ma grand-mère, ça a toujours été Anita Généreux, là, vraiment une leader. J'ai toujours été impressionnée, puis je sais pas, je me disais, au fur et à mesure que je grandissais, j'apprenais sur elle, sur ses accomplissements. Ça vient d'un petit village, elle vient pas de là, mais depuis de nombreuses années, elle est établie à Saint-Émilie de l'Énergie, là, dans la Nodière, puis
sais, genre de grand-mère qui était évidemment présidente du Club de l'Âge d'Or. Là, ça a toujours été ça, qui a fait sa marche toute sa vie, tous les jours, qui était vraiment active, qui nous recevait comme la meilleure des grands-mamans au monde, mais qui s'impliquait tellement dans sa communauté. Puis je parle de elle. Elle n'est pas décédée, mais comme je vous dis, elle est un petit peu moins active, mais elle trouvait qu'il manquait une résidence pour personnes âgées dans son village. Bien, elle a fait les démarches pour mobiliser tout le monde, avoir le montage financier, puis elle a parti la résidence. Elle a toujours eu l'appartement numéro 1 symboliquement parce que c'était la leader derrière ça. Donc, je sais pas, ça a toujours été une femme de cœur. Elle a combattu 2 cancers la même année, 2 cancers absolument pas liés un de l'autre, puis elle a gardé la tête haute. Je sais pas, je trouve qu'elle avait des belles valeurs. Tu sais, je parlais d'équilibre tantôt. Je trouve que c'est quelqu'un qui est équilibré dans le sens qu'une vie familiale, une vie communautaire, une vie de femme épanouie, l'activité physique. Je sais pas. Elle m'a toujours beaucoup, beaucoup impressionnée. Puis je me suis dit que j'aimerais ça pouvoir faire des accomplissements un peu à la hauteur de ce qu'elle a pu faire. Là, c'est vraiment spontanément le premier nom qui me vient en tête. En as-tu un deuxième? Bon, là, c'est parce que quand tu m'as posé la question, je ne m'attendais pas. Donc là, je me disais, oh non, ça va être qui? Ma grand-mère, c'est évident. Mais la deuxième personne, puis je vous le dis, je sais, c'est pas stagé, là, mais c'est sincère quand même. C'est probablement ce qui a beaucoup influencé mon choix un peu fou pour moi là, d'aller en politique, c'est Gabrielle Nadeau-Dubois. Je vous le dis, là, j'en étais tellement en admiration il y a 10 ans là, dans toute sa lutte là, pour les droits de scolarité que je le regardais aller, là, puis je le trouvais tellement articulé, tellement vif d'esprit, sens de la répartie. Je sais pas, il y avait quelque chose qui m'impressionnait. Voir presque une petite pointe de jalousie, me dire, ben là, il est à peu près 10 ans plus jeune que moi, puis je serais jamais capable d'être à la hauteur de ce qu'il fait, tu sais. Mais il me donnait le goût de me dépasser plus, tu sais. J'étais comme fan, puis je suis pas souvent fan des gens, parce que je suis pas mal occupée, puis j'ai pas le temps de me poser ces questions-là, mais lui, j'ai toujours été en profonde admiration pour ce qu'il dégage, son assurance, ses talents de communicateur, sa vivacité d'esprit. Donc, je sais pas. Puis je vous le dis, là, c'est la poule ou l'œuf. Je dis pas ça parce que je m'en vais comme candidate à l'investiture de Québec solidaire, mais vraiment, je pense que il a joué un énorme rôle pour m'inciter à y aller. En fait, je voulais pas y aller. Puis quand je suis allée prendre une bière avec, je suis sortie de là, puis mon chum, il a compris que il dit il a été charismatique comme on pensait qu'il pouvait l'être. Là. Il m'a eu. Là. Après ça, c'était rendu une conviction que je voulais aller avec eux. Mais c'est intéressant, Mélissa, pour tes 2 leaders, mais pour Gabrielle Nadeau-Dubois, il y a vraiment plusieurs personnes qui nous ont parlé de lui. Personnellement, des gens bien connus là, que je ne peux pas révéler, mais qui l'ont rencontré et qui étaient impressionnés par lui en personne. Et c'est un jeune en politique. C'est intéressant de voir des jeunes en politique. Il a vraiment fait un gros travail avec toute la question des, je sais pas si c'était les carrés rouges qu'on appelait. En tout cas, vraiment, il m'a marqué aussi à cette époque-là. Mais tu as mentionné ta grand-mère et c'est intéressant parce que on pose cette question, c'est qui votre leader en début de stage de leadership? On est rendu à 6e cohorte, donc je ne sais plus, là, peut-être 30-40 personnes jusqu'à maintenant, depuis 2 ans. Il y a toujours dans la cohorte à peu près la moitié des personnes qui nomment un membre de leur famille. Ah, ouais. Donc, et ça nous a... C'est incroyable, ça m'a vraiment frappé. Et donc, et la question, c'est toujours pourquoi? Donc, comment est-ce que des gens... Donc, c'est l'importance peut-être de l'authenticité dans le leadership, un leadership donner l'exemple, un leadership de service qu'on remarque chez des proches qui nous ont nous-mêmes aidés, nous-mêmes inspirés, versus des grands de ce monde qu'on peut admirer, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Alors, c'est très intéressant cet aspect-là, mais nous, on questionne beaucoup, là, on ne rentre pas là-dedans, mais pourquoi tous ces leaders-là pour tout le monde, et c'est quoi les caractéristiques de leaders puis reconnus dans la littérature, puis bon. Puis dans le cadre de la formation du IMHL qui a été montée par Henry Mintzberg, que j'ai suivi, puis que ce stage-là est inspiré d'eux, on nous demande sur un grand tableau, il y a 50 étudiants, les gens viennent de 20 pays, d'amener une photo de leur leader.
Et là, tu vois Barack Obama, tu vois même le roi de l'Arabie saoudite, des dictateurs. Il y a vraiment toute la panoplie, mais pour des gens, c'est des leaders qui les ont marqués. Ils les admirent. Je pense que c'est quelque chose, c'est la marque d'un leader. Et là, ça ouvre la discussion sur c'est quoi un leader. Et là, on rentre dans toute la théorie de ça. OK. Définitivement, tu es une leader. Fait qu'on va te placer aujourd'hui dans le siège d'une leader. Tu es maintenant rendu première ministre du Canada aujourd'hui. Tu es rendu première ministre du Canada. Et là, tu fais face à ce qui se passe présentement. Donc, on te place dans le rôle de leadership, dans un jeu de rôle, si on veut. Et là, c'est la guerre en Ukraine. Et c'est le sujet qui touche tout le monde présentement. Ça va évacuer la pandémie. On va presque plus parler de rien d'autre pendant les mois à venir, c'est garanti. Juste avant de rentrer en entrevue, le Journal de Montréal me textait une journaliste qui disait, là, il y a des médecins qui se mobilisent pour aller en Ukraine présentement. Es-tu au courant de ça? Je ne suis pas au courant. Alors, c'est intéressant comment ça va mobiliser le monde entier. Mélissa Généreux, d'abord, première question, vous êtes première ministre aujourd'hui du Canada, on va dire, effectivement, dans cette mise en ce jeu de rôle. Est-ce que, comme leader, tu penses que Vladimir Poutine, de tout ce que tu connais en santé mentale aussi, est-ce que tu penses que cette personne-là est plus dangereuse qu'on pense? Et on a combien de temps avant qu'il pèse sur le piton? Eh boy. Moi, en tout cas, la façon dont j'ai d'approcher l'être humain, je pense que ça me permet d'être plus confortable, même, c'est un peu philosophique, mais de prendre pour acquis, de blâmer une personne ou de prendre pour acquis que cette personne-là est méchante ou fondamentalement problématique, ça serait pas l'angle que je préconiserais. Je pense pas que j'inviterais non plus la population à prendre cet angle-là parce que ça fait pas nécessairement du bien puis ça nous met pas en mode solution. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait face à une situation qui est clairement conflictuelle, qui est problématique puis qui nous touche tous au quotidien, toutes, dans le sens qu'on se sent très impuissant de regarder ça. Puis pour sentir qu'on gagne un certain sentiment de contrôle, puis pas de contrôle sur la situation, mais sur nos vies, tout ce qu'on vit, là, qui est quand même assez perturbant à travers les médias, et qui s'ajoute à une crise quand même qui s'échelonne depuis 2 ans et qui est quand même parallèle à des changements climatiques qui semblent s'avérer dans les projections encore pires que ce qu'on aurait pu anticiper il y a quelques années. Tu sais, je pense que c'est important là-dedans qu'on se protège tout le monde, donc d'essayer de trouver des coupables ou d'en vouloir à autrui. Je vous inviterais là, comme peuple, comme population, à pas trop tomber facilement dans ce piège-là, à se mettre en mode qu'est-ce que je peux faire pour essayer de contribuer à ma manière? Donc, qu'est-ce que je peux faire pour, par exemple, comme parent, en jaser avec mes enfants pour m'assurer que mes enfants ne développent pas un traumatisme nécessairement, mais qu'ils puissent comprendre à la hauteur de ce qui est possible pour eux de comprendre. Donc, dans ce dialogue-là, qu'est-ce que je peux faire pour alimenter les réseaux sociaux de façon constructive et certainement pas pour alimenter une certaine désinformation ou une sensation de détresse chez les gens qui pourraient me lire. Donc, vous voyez, moi, je pense que d'agir à ce niveau-là, est-ce que je peux venir en une forme de soutien moral ou même financier ou à travers la Croix-Rouge, je ne sais trop. Donc, essayer de mettre l'accent sur ce qu'on peut faire pour mieux comprendre, pour mieux agir, puis aider aussi nos prochains, plutôt que de mettre l'accent sur la colère et notre haine, surtout qu'à mon avis, c'est des phénomènes très, très complexes, puis on connaît rarement là, les fins fonds détails là, de toutes les motivations qui ont amené la genèse de cette crise-là. OK, donc vraiment une réponse qui donne espoir, qui est conciliante, qui est humanitaire. Et c'est ça, puis le leadership, des fois, c'est quand même assez difficile. On a vu même durant la pandémie, beaucoup de gens critiquaient fortement la santé publique. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris Joanne Liu? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas amené sur le front expert mondial en pandémie? Pourquoi est-ce que ça prenait tellement de temps? On avait l'impression que la santé publique était toujours un peu derrière finalement ce qui se passait dans les hôpitaux. C'était l'apocalypse par moment, les décisions de la protection. Et donc
peut-être que ta réponse, et pour moi, avoir questionné beaucoup de personnes en santé publique, j'ai appris à connaître que c'est des gens qui voient justement la complexité de l'environnement et qui savent que ça prend du temps. Ils sont pas dans un leadership top-down. Ils savent comment, finalement, comme on l'a vu avec la vaccination, comment encourager les personnes. Si tu la mets obligatoire, tu vas avoir des camions qui vont bloquer toutes tes rues. Tu pourras avoir... Alors, il y a toute une stratégie, une complexité de compréhension d'une situation qu'on a vu avec la santé publique. Mais là, je te mets dans la peau d'un premier ministre. Vous vous réunissez avec tous les experts mondiaux. Vous êtes devant quelqu'un qui est décrit par d'anciens agents du KGB à des émissions de télévision française très publiques. Angela Merkel, Macron disent le gars, il est pas bien, il est déconnecté, c'est un grand narcissique, il est entouré de partout présentement, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, on lui a coupé toutes les vives. Et là, la décision est difficile. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et est-ce que réellement on peut éviter un conflit mondial? Alors là, ce que je fais, Mélissa, tu n'es pas obligé de répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, des fois, il y a des leaderships il faut vraiment être tough. Puis il faut vraiment, et ça, il y a un livre qui était, en tout cas, The Periscope, je me rappelle plus du titre exact, mais c'est un livre sur comment, c'est une personne qui analyse comment les décisions de leadership sont souvent pas prises très longtemps d'avance. Mm-hmm. Donc, on a beaucoup de misère à anticiper les pires affaires et de se mettre, et on veut pas penser à une troisième guerre mondiale, mais il reste que il y a des experts qui sont vraiment en train d'y penser présentement. Et de jour en jour, ça l'escalade. Et la question, c'est, y a-t-il une question de timing maintenant? Et qu'est-ce que tu penses de ça, Mélissa? Est-ce que ça change ta perspective de ce que je viens de dire ou pas? Ben moi, ce que je te disais tantôt, c'était vraiment plus un discours à la nation. Tu sais, je pensais que la mise en scène, c'était plus de parler à une entreprise. Non, c'est toi qui as l'opportunité avec les États-Unis, les autres pays, les autres... OK. Toi, tu parles d'une rencontre plus... Il est entouré. Tout le monde est de ton bord. Tout le monde est de ton bord. Vous avez une personne, pas beaucoup de gardes rapprochés chez Poutine présentement. Vous avez une personne qui pourrait escalader ça très, très, très rapidement. Je veux pas faire peur à personne. Vous n'êtes pas naïf non plus. Alors, c'est quoi l'action? C'est quoi le plan? Bien, ça dépend toujours de la quantité de temps dont on dispose. Tu sais, je veux dire, j'ai eu quand même à prendre des décisions par rapport à lac mégantic très, très, très rapidement. Puis, j'avais pas toute l'information. Puis, je veux dire comment j'ai eu à prendre des décisions. Je me suis dit, tu sais, il faut vraiment, un peu comme ce qu'on fait en médecine aussi, quand même assez quotidiennement, mais à une échelle peut-être un peu plus grande, parce que là, ça touche le sort de énormément de personnes, mais de regarder, vraiment évaluer les avantages et les inconvénients de chacun des scénarios. Là. On n'a pas ça, c'est de la gestion de risque. Il n'y aura jamais une décision qui est parfaite. Donc là, la gestion de risque, elle peut se faire en des fois quelques minutes, des fois quelques heures ou quelques jours. Là. Puis évidemment, les moyens pour bien gérer le risque vont dépendre du temps dont on dispose. Mais quand on a à gérer le risque, il faut rapidement évaluer le risque, de quoi on parle, là, quelles sont les conséquences. Puis en termes d'évaluation de risque, c'est là où je pense qu'il faut penser aux conséquences, peut-être en termes de nombre de gens qui pourraient décéder, blessés. Il y a les conséquences ou les enjeux, le risque économique, le risque sociologique, si on veut, ou psychologique et tout ça. Donc, c'est un petit peu l'ensemble de tous ces risques-là rapidement qu'il faut essayer de capter. Donc, si on a quelques minutes, on va faire une analyse très, très sommaire. Puis si on a un petit peu plus de temps, c'est sûr que je vais vouloir aller voir des experts de ces différents domaines-là, me dire, regarde, je veux pas une thèse de doctorat, là, mais en ce moment, comme ça, à chaud, qu'est-ce que tu peux me dire pour les enjeux économiques, les enjeux sociaux, les enjeux d'inégalité, les enjeux de tout ce qui est important, là, puis évidemment de risque de décès, de capacité hospitalière et tout ça. Puis rapidement, on va se faire une tête. Mais chose certaine, il faudrait que je sois vraiment, vraiment mal prise pour évaluer le risque juste par mois, 2 mois, sur ce que j'ai entendu à gauche, à droite et ce qu'on me rapporte. Je pense que même dans les situations de grande urgence, ça vaut la peine de se faire un petit tag team de gens qui connaissent ça, qui ont peut-être passé leur vie à étudier des situations comme ça, puis eux qui vont être capables, dans leur expertise, de te partager un savoir, puis le cumul de ces savoirs-là, même si tout ça se fait en quelques heures tout au plus, peut aider à prendre une décision qui va être beaucoup plus appuyée. Et je reviens à mon propos de tantôt, qui va être beaucoup plus facile à défendre puis à expliquer après auprès de la population. Parce qu'il faut jamais oublier que il y a la décision qu'on prend en gestion de risque, mais il y a
toute la communication de ce risque-là, puis de la décision qu'on a prise, puis comment les gens vont le recevoir, le comprendre, ça peut avoir des impacts pour des décennies si c'est pas bien fait. Donc, pour moi, c'est important d'être capable de bien défendre ça, puis de m'être appuyé le plus possible sur les gens qui étaient à ma disposition. Puis ça, je te dirais que ça se travaille d'avance. Tu sais, je sais, parce que j'ai tout analysé ça. J'ai fait une sabbatique pour interroger tous les gestionnaires des grandes crises partout sur la planète, là. Le 9/11, les ouragans Katrina, les feux de brousse en Australie, genre des tremblements de terre en Nouvelle-Zélande, tout ça, là. Puis, le point commun, c'est toujours qu'on n'apprend pas d'une crise à l'autre. Puis si on prenait la peine d'apprendre, on se dirait qu'il faut se constituer ce groupe d'experts-là d'avance. Tu sais, tu te fais un genre de listing de tous ces gens-là qui pourraient être importants en temps de crise, puis tu les mobilises rapidement. À la seconde prise, j'ai besoin de toi. Ah ouais, on se rencontre au quartier généraux, puis on met tous nos cerveaux ensemble. C'est possible de le faire. Mais pour ça, il faut peut-être avoir un peu réfléchi avant la crise là, pour être capable de les mobiliser rapidement. Donc, un leadership rapide, stratégique, mais dans lequel tu consultes beaucoup de personnes, beaucoup d'experts et tu penses justement à l'impact d'une décision, comment elle va être prise pour la population. Une gestion, donc, une approche beaucoup de gestion du risque. C'est vraiment intéressant. Puis j'aime aussi le fait que ton ton est vraiment aussi c'est bienveillant et humain pour ta population. Et donc, Vladimir Poutine est dans une situation où il n'a sûrement pas consulté sa population pour déclencher la guerre en Ukraine, parce qu'on voit vraiment toute la révolte dans la population. Et aujourd'hui, bien évidemment, c'est pas comme dans certains pays où tu es bloqué de toute information. Je dis la Corée du Nord, mettons, là. Ça n'existe plus, ça. Donc, ces gens-là, pour ceux qui ne le savent pas, mais les Russes adorent le soleil aussi. C'est un pays froid comme le nôtre. Ils vont dans les tout compris du Mexique, pareil comme toutes nous autres au même moment. Et donc, c'est des gens qui sortent, qui sont ouverts sur le monde et qui ont des ressources, et puis ils vont pas aimer les conséquences que ça va avoir sur eux personnellement, et probablement qu'ils vont pas partager cette valeur-là. Et jusqu'à tout récemment, ce pays-là semblait fonctionner un peu de certains égards, mais là, je pense que les gens vont voir. Alors, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec tous ces enjeux de ce côté-là. Félicitations, Mélissa. Et donc, et là, on va dire que là, on quitte cette mise en scène où tu es première ministre du Canada. Et là, on se ramène quand même à ton futur. Tu te lances en politique, donc comme candidate de Québec solidaire dans un comté de l'Estrie, en fait. Et puis, tu nous as parlé de Gabriel Nadeau-Dubois. Tu nous as parlé de ta façon de changer les choses, mais dis-moi pourquoi la politique? Et je sais que tu fais pas ça pour être élu, tu n'as pas besoin de ça pour gagner ta vie, un fonds de pension, n'importe quoi. Pourquoi est-ce que ton rôle actuel, tout ce que tu as fait maintenant, tu as réussi à changer beaucoup de choses, Mélissa? Pourquoi est-ce que tu crois que ce poste-là, ou du moins faire une campagne, essayer, pourquoi est-ce que tu penses que ça va... Comment est-ce que ça va t'aider encore plus? Parce qu'il y a un prix quand même à payer, beaucoup d'énergie, beaucoup de critiques potentielles. Alors, bien courageux, je dois dire, de faire ça. Alors, dis-nous comment tu crois que ce poste-là va t'aider. Ben, tu sais, c'est premièrement vraiment pas une décision facile. Tu sais, il y a souvent des gens, j'avais déjà pensé, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très, très, très ouverte sur les possibilités. J'ai jamais eu une ambition d'une chose. Tu sais, je vis ma vie à chaque mois, puis selon les opportunités. Là, je suis étonnamment vraiment pas quelqu'un qui a de l'ambition. Je veux juste sentir que je suis à la bonne place au bon moment. Là. C'est un petit peu mon mantra à tous les jours. Puis, j'ai trouvé pendant la pandémie plusieurs choses. J'ai trouvé que on a fait un exercice avec mon équipe de proximité à Lac-Mégantic. C'est niaiseux, mais on essaie d'appliquer notre propre médecine. Tu sais. Puis récemment, on a fait un exercice de dire c'est moche avec la pandémie, on a beaucoup de perte de repères. Puis qu'est-ce que dans ton quotidien au travail, qu'est-ce que tu aimes faire? Dans quoi tu es bon? Puis qu'est-ce qui te fait le plus plaisir?
versus peut-être ce qui nous fait un peu moins plaisir. On a mis l'accent sur le positif, puis rapidement, ça c'était à l'automne avant de prendre ma décision, je disais, ce que je m'étais écrit, c'est bizarre, je suis une drôle de bébite, mais j'aime fondamentalement être à la rencontre des gens. Tu sais, pour moi, là, mon travail fait pas de sens si je parle pas à du vrai monde. Ça dans comme des citoyens, des profs d'école, les gens qu'on veut desservir, qu'on veut aider, finalement, les jeunes, même à travers les enquêtes, moi, les jeunes, ils me parlent. Tu sais, moi, j'ai 33 000 jeunes dans mon enquête qui me parlaient en janvier. Là, c'est capoté. Là, tu sais, je trouve ça tough. Ils me parlent de leurs idées suicidaires, mais au moins, je les écoute. Je sais pas. Bon, fait que parler avec du vrai monde, à la rencontre des citoyens, ça être vraiment ancré sur le terrain, j'adore. Communiquer. J'adore, mais communiquer pour influencer. C'est pas juste les médias, là, de faire des webinaires, sentir que j'ai inspiré des gens, qu'au sortir de la rencontre, ils vont partir avec des outils, puis ça va peut-être changer leur pratique ou influencer des décisions de grand niveau. Ça, j'aime ça. Puis l'autre chose que je disais, c'est que j'aime être stratégique. J'aime sentir qu'il y a des affaires que ça s'écrit pas, ça se dit pas dans les livres, mais tu sais, de choisir le bon moment pour placer la bonne idée à la bonne personne parce que tu savais que c'était là que ça allait aller. Puis des fois, ça peut être autour d'une bière, comme ça peut être dans une partie de golf, comme ça peut être dans une rencontre très formelle, mais c'est, tu sais, d'utiliser tes différents types de savoir pour user de stratégie puis faire passer tes idées. Toujours avec des idées d'améliorer la santé de la population. Là, c'est juste ça qui m'anime. Là. Bref, quand j'ai tout lu cette liste-là, j'ai fait coudonc. Ça me semble qu'en politique, ça pourrait peut-être être intéressant. Tu sais, c'est beaucoup des aspects de mon métier qui pourraient être intéressantes à mettre en application comme une députée. Je m'étais juste passé la remarque. Puis, écoute, tu sais, des fois, la vie fait drôlement les choses. J'ai reçu un appel de Christine Labrie, que je connais bien, qui est députée Québec solidaire à Sherbrooke, qui a fait vraiment un super bon travail depuis 4 ans, là, vraiment impressionnant. Puis, elle me dit, on va te prendre un café. Puis là, je me doutais qu'elle allait me parler de ça un peu. Tu sais, elle sondait mon intérêt. Puis, je sais pas, les fils se sont touchés, comme on dit. Là, je me suis dit, ça pourrait-il être possible? C'était pas dans mes plans, mais dans le fond, j'avais pas vraiment de plan. Donc, puis écoute, de fil en aiguille, là, j'ai fini par croiser Gabriel Nadeau-Dubois. Puis là, j'ai été charmée. Puis je me suis dit, écoute, si je laissais pas, je le saurais pas. Puis on m'a souvent dit que c'est mieux d'avoir des remords que des regrets. Puis je me suis dit que si je l'essayais pas, j'allais peut-être avoir un regret toute ma vie de me demander est-ce que j'aurais pu changer quelque chose, est-ce que j'aurais pu apporter mon grain de sel, ma contribution avec ce que je pense que je suis capable de faire et d'apporter au Québec. Donc, je me suis lancée un peu dans le vide, mais certainement pas parce que c'est un choix confortable. À tous les soirs, j'ai un petit moment d'hésitation puis d'angoisse. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est très, très angoissant de se lancer là-dedans quand on est dans le confort d'un statut de... J'ai une belle crédibilité, je suis déjà... impliquée, j'ai déjà l'occasion de parler dans les médias, dans des conférences partout, je fais de la recherche, j'ai vraiment une belle vie. Là. Mais je me suis dit, bon. Alors, je suis sûr que tes propos aujourd'hui vont encourager des jeunes qui pourraient écouter ça, jeunes et moins jeunes, à se lancer en politique. Je pense que tu fais ça vraiment pour les bonnes raisons, Mélissa. On se connaît quand même depuis longtemps. Tu as un beau parcours et tu as tous les gens de santé publique qui sont ici pour justement t'encourager et t'écouter là-dessus. Fait que vraiment une belle perspective. Dis-moi, est-ce que, donc, te parler finalement à quelque part j'ai comme je suis en train d'oublier mais tu me fais penser à la bureaucratie, par exemple, tu sais, non, tu as mentionné le confort. Tu as parlé un peu de bureaucratie, mais le confort, finalement, le danger du confort. Mm-hmm. OK? Je sais pas s'il y a un livre écrit là-dessus, il faudrait l'écrire de Comfort Trap. OK? Moi, ce qui m'a le plus frappé en médecine, là, c'est le Comfort Trap de ce que j'ai vu puis je dis pas mes collègues en tant que tels, mais tu sais, donc, tu gagnes un bon salaire, tu fais ta job, déjà c'est valorisant, c'est intense travailler dans un hôpital, auprès des patients ou peu importe ce que vous faites. Et puis là, arrivent des grandes causes, puis tu veux t'impliquer, tu veux mobiliser les gens, mais les gens n'ont pas beaucoup de temps, mais en même temps, ils veulent pas déranger la machine. Donc, c'est confortable, mais si je commence à confronter le système, puis écrire des lettres dans le journal, puis parler aux médias, je vais déranger du monde, même si ma petite urgence rurale, dans notre cas, nous, c'est les urgences rurales fermes, c'est très inconfortable de mobiliser des médecins dans du advocacy.
puis essayer de changer les choses. Fait que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Même dans nos propres bureaucraties, même avec une chaire de recherche, si on essaie de changer les choses dans l'organisation, on frappe des murs sans arrêt. Et j'ai l'impression que les gens sont confortables là-dedans. Comment est-ce que... Donc, toi, tu es l'exemple d'une personne qui va vers quelque chose de potentiellement inconfortable. Pourquoi est-ce qu'on devrait encourager ça, justement, aux gens, se lancer dans quelque chose d'audacieux? Bien, c'est intéressant parce que... Hey, je sais pas. Je vais dire ce que je pense, que si tu veux, hein, sortir de sa zone de confort, c'est aussi ça. Je me suis toujours dit, j'ai vu comme deux types de personnes. Je dis en santé publique parce que c'est dans ce domaine-là que j'œuvre, mais d'après moi, c'est comme ça pas mal partout. Il y a ceux qui, justement, qui restent dans le confort, puis même qui rentrent dans la ligne un peu de partie de leur organisation, puis c'est ceux qui sont quand même très compétents, qui ont des belles qualités humaines, personnelles, et qui restent dans cette zone-là peuvent habituellement progresser dans les échelons de la hiérarchie de l'organisation. Tu sais, moi, je me suis toujours dit, quand j'étais directrice, là, j'étais un peu tannante, là, tu sais, directrice de santé publique, parce que la loi sur la santé publique a dit qu'on est là pour défendre les intérêts de la population, mais parallèlement, Gaétan Barrette nous avait rencontrés pas mal dans les débuts de mon mandat, tous les directeurs de santé publique, pour dire, regardez, vous n'êtes pas là pour brasser de la chenoute. Si vous vouliez le faire, vous aviez juste à mettre votre photo sur une pancarte puis vous faire élire. Vous êtes là pour le service de la santé publique, puis en gros, suivez les rangs. Puis, on est plusieurs directeurs de santé publique à s'être un peu offusqués de ça. Puis moi, je me suis jamais gênée pour nommer les affaires, puis sortir dans les médias. Puis je me disais, hey, au pire, ils m'enlèveront ma job. Tu sais, c'est pas grave. J'aime bien mieux me perdre ma job de directrice de santé publique parce que j'ai fait ce que je pense qui était la bonne chose. Mais je savais consciemment que jamais on m'appellerait pour remplacer Horacio Arruda. Là, c'est vraiment pas quelqu'un comme moi qui veulent parce que je rentre pas dans les rangs. Tu comprends? Donc, de vouloir sortir de sa zone de confort puis oser nommer des choses, quitte à ce que ça déplaise, c'est aussi accepter de mettre une croix sur une carrière dans l'institutionnel. Mettre une croix définitive, je sais pas, mais ça met des bâtons dans les roues, disons. Fait que moi, j'ai décidé de le faire. Hein. Donc, c'est un autre type de perte, là, peut-être, d'être un peu peinturé. D'un côté, je pense que la population aime ça, puis ils nous font plus confiance, puis les partenaires en dehors du réseau font « Hey, c'est le fun, on a l'impression de te connaître. » Moi, des fois, il y a des gens qui me croisent dans la rue et me disent « Je sais que tu me connais pas, mais j'ai l'impression de te connaître. J'ai l'impression que tu fais partie de ma famille. J'ai l'impression de pouvoir lire un peu à travers ton esprit. » Puis ça, moi, ça me fait vraiment plus plaisir que d'être nommée sous-ministre. Tu comprends? Dans mes valeurs à moi, là, sentir que peu importe les moyens empruntés, on fait les bonnes choses, on est toujours intègre avec ce qui est important pour nous. Puis moi, ce qui est important pour moi, c'est pas de monter les échelons, c'est de sentir que j'ai toujours été à la défense des gens, de la communauté, puis pour le bien commun. Tu sais, c'est vraiment, vraiment important. Puis si ça veut dire se lancer en politique, puis aller perdre un peu sur les acquis confortables que j'avais en médecine, regarde, ça sera ça, là, tu sais, mais au moins, je sais que je suis restée avec quelque chose de très instinctif, tu sais, que je pense que c'était à ce moment-là la chose à faire pour être en ligne avec mes valeurs, ce qui est important pour moi. Et donc, le leadership d'authenticité, donc les gens aiment les leaders authentiques, puis aussi on dit c'est important de suivre son cœur, suivre ses valeurs, et semble être quelque chose que tu fais en te lançant en politique présentement. Mélissa aussi, écoute, le temps passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant ouvrir pour des questions aux personnes pour les 20 prochaines minutes environ, si c'est correct avec toi. Ben oui. Et donc, normalement, tu sais, alors je dirais, allez-y, là. D'habitude, c'est les stagiaires, mais il y en a plusieurs qui, comme on se rencontre tantôt à 3 heures, ils vont revenir pour d'autres choses. Donc, pour te dire ton entrevue, tu sais, les gens débriefent, en parlent, on va parler de ton leadership, les gens vont écouter ton entrevue pendant longtemps. Et quand tu seras justement première ministre, on pourra se remémorer ces moments-là. Et on va se rappeler que tu voulais faire ça pour les bonnes raisons, et on espère que le système te contaminera pas de toutes ces en tout cas. Je serais bien surprise, bien surprise. Alors, Jenny, est-ce que tu peux
me dire un peu, il y a plusieurs mains levées, on va... Ouais, notre première main levée, c'est Dr. Girard. Dr. Girard. Moi, en fait, c'est plus... je veux vraiment, vraiment profiter du fait que Mélissa est avec nous, peut-être pour l'entendre sur le rétablissement psychosocial, parce que c'est quelque chose pour lequel elle a déjà beaucoup réfléchi. J'ai eu l'occasion de prendre connaissance un peu je dirais, de certaines de ses idées là, qu'elle partage à gauche et à droite. Puis je trouve ça vraiment très inspirant. J'aurais peut-être aimé que tu nous en parles, ne serait-ce que en quelques mots. Et pour te dire, en fait, pourquoi je te pose cette question-là, c'est parce qu'on a des stagiaires avec nous pour lesquels ça va être l'objet. Donc, évidemment, cette initiative-là, ça s'inscrit dans le leadership. Donc, comment est-ce qu'on peut, effectivement, avec la collectivité de Charlevoix notamment, comment est-ce qu'on peut développer, justement, envisager ce rétablissement psychosocial? Parce que je connais bien, on utilise la fameuse pyramide de Vandal. Là, j'aurais aimé que tu nous parles de ça, justement, la pyramide de Vandal, où finalement, on voit bien que ce qui est en dessous là, des services de santé, là, ça semble être pas mal plus important que ça. Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Bien, premièrement, si vous vous dites, comme moi, je me suis vraiment dit dans les premières fois où j'ai été confrontée à tous ces enjeux-là, les impacts psychosociaux à la suite de la tragédie de Lac-Mégantic, tu sais, on a foncé de tête première à se dire, on va d'abord les documenter, mais honnêtement, là, je n'avais aucune idée de ce qu'on allait observer dans nos études. J'étais même pas si convaincue que la tragédie allait avoir eu des impacts si répandus. Donc, j'étais vraiment encore moins prête à penser en termes de rétablissement puis d'action collective. Donc, si vous avez un peu cette sensation-là de dire, mais on veut bien, mais comment ça se fait un rétablissement? Je pense que c'est quelque chose de normal. En fait, si vous le ressentez pas, c'est peut-être ça qui serait étrange parce que c'est ultra complexe. Puis moi, là, à un moment donné, c'est mes équipes qui m'ont montré ça. Là, j'y aurais même pas pensé toute seule, mais de dire, ben, sais-tu quoi? Tu le sais pas comment parce que c'est quelque chose qui appartient à la communauté et certainement pas à nous comme médecins ou comme équipe de santé publique. Donc, ce qui a été vraiment, moi, le point de départ à Mégantic, puis maintenant, je l'applique à tout, hein, même pas à la gestion juste de crise. Là, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire beaucoup plus souvent. C'est de dire, vraiment ouvrir ses horizons, puis se dire, il y a des principes, tu sais, de base là, pour stimuler la résilience des collectivités. Mais le principe, c'est vraiment d'une communication dans les deux sens, collaboration, inclusion des différents groupes, la participation citoyenne au cœur, tu sais, des trucs quand même assez de base auxquels la santé publique, on adhère de toute façon. Mais à partir de ça, là, juste d'ouvrir le dialogue avec la population. Et il y a plein de façons. Nous, on avait décidé d'organiser une journée de réflexion collective avec des représentants de chacun un peu des grands domaines là, ou des grands secteurs de la communauté de Mégantic. Puis, ce qui se fait à Mégantic, puis dans un contexte de pandémie ou post-pandémie, ou à Montréal ou à Québec ou dans les différents quartiers Saint-Roch ou je ne sais trop, ça va être probablement très différent là, ce qui va émerger d'une communauté à l'autre. Donc, premier élément, c'est de reconnaître que ce qui va fonctionner en termes de rétablissement d'une communauté, c'est quelque chose qui se décide avec la communauté. Donc, si vous ne savez pas dès le départ, c'est parfait. Parce que si vous le savez, c'est comme si vous avez décidé pour la communauté, c'est de s'asseoir avec eux et de le construire ensemble. Puis peut-être mon deuxième grand constat, moi, j'étais comme quelqu'un de beaucoup de résultats. Tu sais, il fallait que j'atteigne des résultats. J'oserais que en médecine, je sais pas, j'avais été conditionnée à ça. Puis, je trouvais que ces processus-là, un peu de consultatif, c'est plus que consulter, on construit avec les gens, c'est un processus qui est long, là. Tu sais, c'est beaucoup plus long que de dire, hey, on a une idée, on va mettre en place telle initiative, puis on va l'implanter. Ça va vite, puis rapidement, on peut être fier d'avoir rejoint tant de citoyens à notre activité. Mais est-ce que ça répond vraiment à l'origine aux besoins? On le sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais de mettre en place ce processus-là, de construire tout le monde ensemble, la journée où j'ai compris que ce processus-là, en soi, ça crée du bien. Déjà, c'est un élément de guérison puis de rétablissement que de prendre la peine de se lancer un message collectif que, hey, votre voix est importante, tu fais partie de la solution, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Puis ensemble, là, tranquillement, on va cheminer pour se reconstruire, se développer une vision commune de qui qu'on veut être comme communauté. Fait que c'est une occasion en or de se redéfinir ou de même se définir tout court, parce que souvent, on se rend compte que ça avait juste jamais été fait à l'échelle des communautés. Donc, d'instaurer un dialogue puis une collaboration qui, après ça, va durer pendant des années. Je trouve qu'on sème des graines qui sont durables, puis
qui en soi ont un effet ultra important sur l'empowerment, le sentiment d'appartenance, puis tous les bienfaits là, que ça a sur la santé physique, mentale et sociale de la communauté. Donc, patience, processus, travailler avec les gens, puis comprendre que non, on est habitué comme médecin d'avoir le diagnostic, puis la prise en charge, tout écrit là, dès qu'on a rencontré le patient, mais là, notre patient, c'est une communauté qui a vécu de quoi d'ultra complexe, puis c'est un peu à elle à définir, puis nous, on est juste là un peu le moteur pour l'accompagner à identifier ce qui est important pour elle, puis peut-être l'aider dans les ressources là, ou pour être capable de mettre en exécution là, ses idées. Merci beaucoup. Merci, Mélissa. Merci, excellente question, Dr. Girard. Puis, effectivement, on parle beaucoup de design thinking dans Living Lab et la première étape, c'est vraiment l'empathie, c'est vraiment d'écouter. Et c'est le président de Starbucks qui a dit que la plupart des problèmes, même d'organisation dans une compagnie, les problèmes sont résolus par vraiment une écoute authentique des parties prenantes, des employés, et juste de comprendre leur perspective, comme dit Jacques, le appreciative inquiry, je sais pas le terme en français, là, mais juste de prendre ce temps-là, d'écouter des gens, c'est extrêmement thérapeutique. Puis on parlait justement des entrevues, puis en fait, on pense que les gens, ils s'écoutent plus. Les gens, c'est rare que les gens s'informent de nous. Mais Mélissa, peut-être est-ce que tu trouves que ça arrive souvent que les gens viennent te voir et disent « Ah, bonjour Mélissa, comment ça va? Comment tu te sens personnellement? » C'est rare, hein? Ah non, ça n'arrive pas. Mais on s'est mis à le faire, nous, à Mégantic, justement, ce qu'on appelle un peu des récits de vie. Puis ça, c'est le mouvement Santé mentale Québec. On brainstormait un petit peu sur les principes de résilience, rétablissement, puis on a eu cette idée-là. Encore une fois, c'est de mettre sur pied un processus plus que d'autres choses, mais de s'asseoir avec des citoyens, vraiment, n'importe qui, qu'on pense qu'il y a de quoi compter, là, pas nécessairement des gens qui ont vécu de quoi de tragique, là, n'importe qui. Puis de juste changer de posture, de dire, hey, on s'assoit, puis raconte-moi ça, comment tu l'as vécu, ta pandémie, raconte-moi là, mais pas tant dans les faits, les actions. Des fois, les gens vont être très factuels au départ, mais dire, oui, mais comment tu as surmonté ça? Qu'est-ce que tu as appris? Tu sais, qu'est-ce que tu as compris? En quoi tu as grandi? Comment tu es différent aujourd'hui du début? Tu sais, puis tout ça, c'est incroyable parce que on amène les gens à faire, hey, coudonc, j'ai appris que, je sais pas, moi, je suis tolérant à l'incertitude plus que ce que je pensais et que je suis vraiment bon pour m'adapter sur un Saint-Saëns à plein de changements. Ça, je pense que le Québec en entier, on est meilleur qu'avant là-dessus, mais on se rend compte qu'on a développé toutes sortes de forces, de qualités qui fait que on est meilleur puis on serait capable d'affronter une autre crise probablement avec des bien meilleurs outils. Donc, de prendre ce recul-là, de se raconter, c'est excessivement important pour sa propre cohérence, pour donner du sens, pour être capable de continuer à avancer. Donc, à l'échelle des individus, mais quand c'est à l'échelle des collectivités, imagine qu'est-ce que ça peut faire. Et pour faire du pouce sur ce que tu dis un peu aussi, écouter quelqu'un d'autre, c'est vraiment d'atteindre son cœur, de s'informer sincèrement des personnes. C'est le fameux livre de Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, qui disait, tu sais, juste de s'informer sincèrement d'une personne. Les gens sont pas nécessairement très intéressés à tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a à faire. Ils sont intéressés à si on s'intéresse à eux. Mm-hmm. Que ce soit en séduction, que ce soit n'importe quoi, s'intéresser sincèrement à une personne, c'est probablement, et vous pouvez demander quel genre de leader vous aimez. Probablement, Mélissa, que ta grand-mère t'écoutait, s'informait de toi, prenait soin de toi. Oui, elle démontrait toutes sortes de styles de leadership, mais elle t'écoutait. Probablement, quand tu es allé prendre une bière avec Gabriel Nadeau-Dubois, il t'a écouté. Oui, oui, puis c'est drôle parce que je me suis tellement demandé, je l'invite-tu, tu sais, c'était le contexte professionnel, tu sais, un petit café, puis j'ai fait, hey, si c'était mon ami, là, je l'aurais invité pour une bière. J'aime ça, la bière. Tu sais, j'étais allée dans un endroit que je connais, c'est le bar à mon ami, puis le bar, une microbrasserie, puis j'ai fait, hey, j'essaierai pas je vais voir s'il est réceptif à la personne que je suis, puis il était super cool, tu sais, en tout cas, je sais pas je pense pas qu'il a joué le jeu, là, je pense que c'était intègre et sincère, parce qu'il me semble que ça paraît ces affaires-là, mais oui, effectivement, tu sais, il a été flexible, malléable, puis on est tout de suite tombé dans quelque chose d'assez amical, assez sincère, donc oui, moi, ça compte beaucoup pour moi, ça.
Donc, on a parlé d'écoute et là, on va écouter Audrey-Anne et Hassan. Je ne sais pas lequel. On va avoir le temps de vos deux questions, en tout cas. Je peux y aller de mon côté. Vous allez peut-être un peu m'entendre en double. Non, ça va. Ah, ça va. Mais merci pour la présentation. C'était vraiment intéressant et inspirant. Merci. J'ai une question concernant la santé plus collective, la santé mentale collective. On dirait qu'il y a une prise de conscience au courant de la pandémie que ça allait pas bien. On a beaucoup entendu parler du mot santé mentale. Le gouvernement a fait des annonces, un budget qui est arrivé. Est-ce que ça l'a paru dans dans votre questionnaire, dans votre étude, cette prise de conscience-là, puis aussi l'augmentation des connaissances de la santé mentale, qu'il y a autre chose que la santé physique? Puis est-ce que des individus ont juste du jour au lendemain compris que leur santé mentale n'allait pas bien, mais depuis longtemps, mais n'étaient pas capables de mettre le doigt dessus? Peut-être juste fermer ton micro quand je réponds, parce que là, je m'entends. Ah, c'est bon. OK, moi, le même petit problème est encore là. C'est super intéressant comme question parce qu'encore une fois, il faut juste être sûr d'avoir la bonne cible. Ce que je veux dire par là, c'est que si on parle beaucoup de santé mentale, je pense que dans les premiers mois, voire même premières années suivant cette sortie-là, ce que ça peut même avoir comme effet, c'est au contraire rapprocher beaucoup plus les gens de leur vécu, de leurs émotions. Puis c'est étonnant comment, même à travers une enquête, même si c'est anonyme, même si personne voit ça, les gens ont tendance à un peu à dorer leur vraie situation. Tu sais, même pour l'alcool, on le sait, personne ne va le voir ta réponse, mais déjà de s'admettre que je vais pas bien dans une enquête, c'est difficile. Puis donc, ce que je pense qui peut arriver, c'est que plus on en parle, plus on démocratise ça, puis qu'on se rend compte que c'est quelque chose de des hauts et des bas, ça peut toucher tout le monde, en tout cas du moins par les statistiques. Moi, j'ai plus l'impression que dans les sondages, les gens vont peut-être être encore plus honnêtes envers eux-mêmes et soulever un petit peu plus leurs problématiques s'ils en ont. À Lac-Mégantic, si je fais le parallèle, là, 5 ans après la tragédie, on sentait que dans la communauté, il y a quelque chose qui est en train de se réparer. Tu sais, c'est pas chaque individu va suivre sa propre trajectoire, mais on sentait que les éléments étaient là, les ingrédients, les liens entre les différents organismes, les opportunités de prendre sa place, de retrouver un sens, tout ça, tout était là. Mais malgré ça, 5 ans après, est-ce que les gens nous disaient dans les enquêtes encore avoir des cauchemars récurrents, faire des symptômes de stress post-traumatique? Oui, autant de gens même. Mais ça se manifestait moins par des problématiques à l'échelle collective. Tu comprends ce que je veux dire? Mais fait que pour moi, la vraie cible, c'est-tu d'avoir ou pas des symptômes ou d'apprendre un peu à fonctionner avec ça, puis de sentir qu'on est plus outillé, puis qu'on est plus au courant des ressources, puis qu'au bout du compte, malgré ces désagréments-là, on a les capacités, les ressources autant internes qu'externes pour être confiant qu'on peut continuer à évoluer, puis tranquillement apprendre à vivre avec ça, s'adapter. Et peut-être tranquillement s'en débarrasser de ces symptômes-là. Donc, pour moi, la cible ultime, pour moi, la résilience, c'est pas juste absence ou pas de symptômes, c'est vraiment les processus, les mécanismes qu'on a mis en place qui sont tout à fait mesurables et vont ultimement avoir un impact sur le bien-être général qui se mesure pas juste par les symptômes ou pas. Fait que c'est un peu vague, là, ce que je te dis, mais j'ai vu souvent des études qui se fiaient sur l'indicateur du taux, mettons, de personnes avec problèmes de santé mentale pour voir si les interventions marchaient ou pas. Puis, je me demande si c'est vraiment la bonne chose à mesurer versus mesurer les processus, les actions qui ont été mises en place, puis les ressources disponibles et tout ça. Merci, Mélissa. Et Hassan. Donc, Hassan, encore une fois, toi, quand même, un chercheur qui foule dans l'innovation, mais tu es quand même quelqu'un qui comprend bien les organisations bureaucratiques de fond en comble. Mais tu es quand même quelqu'un en tout cas, tu n'es pas le rogue dans une organisation, mais tu as une vision quand même assez critique, mais polie des grosses organisations bureaucratiques. Je ne vais pas te mettre sur le spot. Bien élevé. Bien élevé. C'est pour ça. Et bien élevé. Alors, bon, je ne sais pas si ta question va porter là-dessus, mais Hassan, on a une grande entrevue d'ailleurs que vous pouvez écouter sur Hassan, qui a une jeune carrière excessivement brillante, intelligence
artificielle, dossiers médicaux électroniques, l'impact sur la santé mentale des personnes, gestion de pandémie au Québec, des papiers vraiment historiques dans les grandes revues. Donc, Hassan, on a le plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ta question à Mélissa. Premièrement, Richard, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité d'écouter Docteur Généraux. Je la connais de réputation et j'ai vu certaines de ses conférences, mais c'est toujours un plaisir de la voir en direct. Et merci beaucoup pour votre présentation. En fait, vous avez mêlé santé publique, crise en Russie. Il n'y a que Richard qui est capable de faire ça. Et vous avez dit quelque chose qui est intéressant. Vous avez dit que vous préférez avoir du remords que des regrets. Et ça me rappelle un de mes écrivains préférés, c'est Dostoïevski, dans Crime et Châtiment, qui disait « Avoir des remords, c'est accepter de souffrir ». Et ce que la crise en Ukraine nous rappelle aussi, c'est que les Russes maîtrisent l'histoire mieux que nous dirigeants, c'est qu'on a une mémoire de poisson rouge, avec tout le respect que j'ai pour les poissons rouges. Et ma question dans tout ce que vous faites, et probablement votre expérience dans le lac mégantic, c'est quoi la place de l'évaluation dans vos travaux, dans la maintenance et de cette mémoire justement organisationnelle et institutionnelle pour apprendre nos expériences. Mm-hmm. Et probablement qu'on aurait pu mieux apprendre du drame du lac mégantic, au moins en partie pour gérer la crise de la COVID, parce qu'il y a quand même pas mal de ressemblances, bien sûr, à part l'échelle un peu de la dimension. J'aimerais vous entendre sur la question de l'évaluation. Oui, ben l'évaluation, c'est une des modalités. Je pense qu'elle est vraiment importante, mais le mot peut-être encore plus inclusif ou englobant, ça serait d'apprendre. Donc, on peut apprendre par l'évaluation, la recherche évaluative, mais on peut apprendre de différentes autres façons. Là, le transfert de connaissances, autrement dit, pour être sûr que les apprentissages puissent pas juste être notés, mais vraiment intégrés puis servir à mieux gérer les autres crises. Moi, ça me hanté cette affaire-là à un point tel qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'être directrice. Mon mandat n'était pas fini, mais je suis partie en sabbatique pour 6 mois, comme je disais tantôt, pour aller questionner des gestionnaires d'autres crises, parce que en fait, je vais vous dire ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les feux de Fort McMurray en 2016. Puis là, on voyait en boucle là, les feux partout, les gens évacués. Puis là, je revivais probablement un petit peu symptômes un peu post-trauma. Je me disais, my God, ça vient me chercher. Puis je me sentais un peu impuissante, un peu comme là ce qu'on voit avec la Russie, l'Ukraine. Mais là, je sentais que je pouvais quand même peut-être agir. Je me suis dit, oh my God, le directeur de santé publique là-bas, il a aucune idée de ce qu'on a appris à Mégantic. Puis là, je pensais juste, entre autres, à la santé mentale. Je me disais, est-ce qu'il sait, là, lui, là, qu'à partir d'aujourd'hui, non seulement il y a une crise à gérer aiguë, qualité de l'air et tout ça, évacuation, mais il y en a pour des années là à travailler avec ces gens-là. Puis moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un me partage ces apprentissages-là au jour 1 de ma gestion de la crise. Ça m'a pris 1 an, moi, avant de comprendre ça, là. Donc, j'appelle Horacio Arruda, j'écoute, tu connais-tu le directeur là-bas? Je peux-tu aller prêter main forte? Puis finalement, ils ont dit, va-t'en, ils t'attendent à Edmonton. Fait que je suis allée là-bas, vraiment intense comme expérience, j'ai partagé mon savoir. Puis là, mon conjoint me dit, au retour, il dit, là, tu vas-tu devenir la mère Teresa des crises? Parce qu'avec les changements climatiques, les guerres et tout ça, tu vas être constamment déployé partout. Puis c'est là que je pense que j'ai réalisé que, ça n'a peut-être pas de bon sens. Puis comment ça qu'on n'a pas appris? Comment ça, c'est pas documenté nulle part? Donc, ce qu'on s'est mis à faire, on a un document quand même dont je suis assez fière qui s'appelle « Initiative prometteuse » pour mobiliser la communauté locale en contexte de crise ou de post-catastrophe, quelque chose comme ça. Là, si quelqu'un le trouve, on pourrait le mettre dans la conversation. Il est en anglais et en français. Puis ce qu'on a fait, c'est vraiment un exercice de, on va dire, co-construction avec mon équipe de proximité puis nos partenaires. Donc, à chaque fois qu'on développait une initiative, qu'on l'implantait puis qu'on voyait des retombées intéressantes, même si ça n'a pas été évalué en bonne et due forme, notre équipe était quand même à même de voir là, par les commentaires recueillis, par les retombées qu'on voyait concrètes sur le terrain, que c'était quelque chose d'intéressant. Donc, je n'appellerais pas ça une initiative démontrée comme étant efficace, mais certainement prometteuse. Puis, on a monté un recueil de ces initiatives-là sous forme très facile, 2-3 pages par initiative avec des photos, le comment on a fait, combien ça a coûté, qui a été impliqué, pourquoi on l'a fait, puis qu'est-ce que ça l'a donné comme retombée. Puis ça, on l'a mis à jour 3 fois depuis le début de notre histoire, là, la dernière mise à jour, je pense que c'est octobre, cette année-là, c'est automne 2021.
Puis ça a été vraiment utile parce qu'au moins, on a colligé ce savoir-là. Puis non seulement pour les autres personnes, ils ont pu s'en enquérir puis améliorer leur pratique lorsque eux avaient à faire face à des crises, mais même pour nous, comment je peux dire, de le consigner, là, c'est un exercice de le mettre par écrit, de le consigner pour être sûr qu'on a tout compris pourquoi on le faisait, puis qu'on avait toute la même vision de ce que ça avait donné, puis de quels seraient les points d'amélioration si on voulait répéter l'expérience. Donc, ça, je pense que ça a été très bien. Puis, j'ai vu les retombées parce que j'ai des partenaires au Royaume-Uni qui nous ont souvent interpellés pour qu'on ait parlé des initiatives prometteuses. En Australie, la Croix-Rouge australienne, on est allé parler de ça. En Nouvelle-Zélande aussi, Hong Kong, Japon, plein d'endroits dans le monde où cette pratique-là de recenser les pratiques, même si ça n'a pas toujours été évalué en bonne et due forme, ça a été très aidant. Pour répondre à la question d'évaluation, moi, ça l'a manqué, c'est une affaire de capacité. Tu sais, on a réussi à évaluer quelques trucs, des trucs qui ralliaient art et santé. On a réussi à évaluer des parties. Un autre projet de photovoix aussi, on a une chercheure qui est venue. Mais je sais pas, moi, j'aurais tendance à vous dire que la recherche n'est pas sur le même beat que l'intervention. Puis l'évaluation d'un des projets, j'ai toujours pas vu le rapport. Puis ça fait 3 ans que l'évaluation a eu lieu. Tu sais, donc, moi, si vous voulez mon avis, de le documenter avec le vrai monde du terrain, puis avec des citations, des photos, des observations très tangibles de ce que ça a donné, j'ai trouvé que ça a peut-être plus porté fruit que de faire des évaluations qui demandent d'aller chercher un fonds, de monter de protocole, l'approbation éthique, la collecte de données, l'écriture, et surtout, il faut que ça soit publié avant que je rende public mes données. Là. Moi, je fais moins la recherche dans ce cadre-là. Je le fais plus pour d'utiliser une technique recherche, mais en tournant un peu les coins ronds pour être capable que ce qui en ressort, les constats, soient disponibles en temps opportun. Merci beaucoup. Excellente question. Hassan, merci Mélissa pour le document a été partagé sur le chat. Peut-être une dernière question avant qu'on te pose vraiment la question de la fin. Là, à moins que tu aies 5 minutes de plus, Mélissa, t'as-tu... Oui, mais c'est correct que je suis censée être en vacances cette semaine, donc mon agenda, il est libre. T'as quelques minutes de plus. Écoute, ça se vaut ça. Je sais que Fanny Trempe et Jean-Luc Dupuis, peut-être qu'on va aller pour les 2 dernières questions. Fanny était résidente 5 en médecine interne dans le Living Lab. Donc, la 2e stagiaire en médecine interne, 2e résidente de l'histoire de Charlevoix. Et la première a commencé aussi dans le cadre du stage de leadership, mais ils sont en clinique aussi. Fanny? Oui, je m'excuse, je ne mettrai pas ma caméra parce que je suis en déplacement là, pour être sûr que vous m'entendiez. Merci beaucoup, là, Dr. Généreux, pour la présentation super intéressante. Moi, je voulais un peu là, faire suite à la question de M. Assam par rapport à comment est-ce qu'on apprend de toutes ces expériences-là, puis comment est-ce qu'on transmet le savoir. Moi, comme Richard a dit, je suis une R5 en médecine interne, donc j'ai vécu comme résidente en clinique la pandémie. Puis, Dr. Fleet, Richard a écrit une lettre dans les médias super intéressante sur l'implication des étudiants en médecine pendant la pandémie. Il a invité les universités à se poser la question comment est-ce qu'on peut mieux intégrer l'apprentissage des résidents dans une situation critique comme celle-là. Puis moi, si j'avais un peu une critique à donner à mon propre programme, c'est sûr que j'étais en médecine interne, je suis pas en santé publique, mais c'est que jamais les résidents, on a été vraiment impliqués dans tout le processus décisionnel, juste même comme observateurs. J'ai vu mes patrons, des gestionnaires de cliniques organiser les hôpitaux, comme par exemple, moi, j'étais à l'hôpital Laval, tu sais, puis c'était un centre qui recevait énormément de cas de COVID. Puis jamais qu'on a invité les résidents à participer à ces réunions-là comme observateurs pour que nous, on puisse apprendre comme futurs cliniciens comment gérer une prochaine pandémie ou une situation de crise. Comment est-ce que vous voyez l'implication des résidents puis des étudiants? Peut-être, je sais pas si c'est dans le programme de santé publique ou même en clinique, comment est-ce qu'on peut mieux s'assurer que le savoir se transmet de patron à résident, à étudiant? Puis est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qu'on soit sur les, peut-être pas une partie prenante, mais qu'on soit moins observateur pour qu'on puisse apprendre de vos connaissances à vous puis de vos expériences? En fait, moi, je pense que non seulement vous devriez être observateur, mais comme je disais, tu sais, il y a 2 types de savoir, là. Il y a le savoir plus scientifique ou, tu sais, qui vient d'une expertise ou d'une expérience de longue date. Ou bon, c'est une chose, mais il y a aussi le savoir expérientiel, là, ce qui se vit sur le terrain. Puis, tu
sais, je pense que des résidents, des étudiants en médecine à tous les niveaux, là, mais tout particulièrement les résidents, vous êtes aussi nos yeux, nos oreilles, vous êtes sur le terrain, vous avez un savoir expérientiel super intéressant, super important. Puis je pense aussi que d'aller chercher, c'est niaiseux, mais le point de vue de la jeunesse qui vient un peu compléter, tu sais, je pense que, en tout cas, je vais le dire, là, mais je pense qu'en vieillissant, on devient un petit peu plus, moins flexible dans notre esprit. Tu sais, on parlait du confort tantôt, on ose peut-être, on a moins tendance en moyenne, en tout cas en vieillissant, à penser en dehors de la boîte, sortir des sentiers battus. Tu sais, je trouve que la créativité de la jeunesse et jeunesse vont de pair. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, j'aurais tendance à dire que non seulement vous devez peut-être observer, vous inspirer du savoir un peu plus d'expertise scientifique ou professionnelle, mais de pouvoir contribuer à la discussion, aux échanges en partageant votre type de savoir aussi, ça peut juste enrichir. Tu sais, puis c'est très cohérent avec les principes qu'on dit depuis tantôt de travailler avec les gens, avec les communautés, que tout le monde fait partie de la solution. Donc, pour moi, c'est juste non négociable que vous devriez en faire partie. Ceci étant dit, je dis ça là, comme si santé publique, on était parfait. Non, on l'est pas. Puis, c'est vraiment intéressant parce que on se rend compte que, je reviens tantôt, quand on tombe en temps de crise, on tombe justement vers ce qui est confortable, ce qu'on connaît. Si vous savez qu'en temps de crise, parler à quelqu'un dans sa pas langue maternelle, une autre langue que sa langue maternelle, c'est très difficile. Les gens ont besoin de coller à leur langue maternelle, à leur monde qu'ils connaissent déjà, aux structures avec lesquelles ils sont confortables. Puis là, on tombe facilement dans un mode très top-down, très hiérarchique. Et c'est gestion de crise et créativité, souvent, c'est un petit défi de rapprocher ces deux-là. Donc, est-ce qu'en santé publique, on a été parfait, puis impliquer dès le départ les résidents, puis maximiser l'apport qu'ils peuvent apporter? J'irai pas jusque-là, ou en tout cas, du moins, si ça s'est fait, ça sûrement pas été à hauteur égale dans toutes les régions, dans tous les milieux. Je pense juste que c'est le concept de gestion de crise qui nous amène à gérer ça de façon militaire, top-down, parce que aussi les consignes qu'on reçoit du ministère sont très top-down. Donc, on rentre dans ce créneau-là, mais il faut essayer de s'en sortir le plus vite possible pour maximiser l'apport des gens sur le terrain. Ça serait ma réponse. Excellente question, Fanny. Jean-Luc Dupuis, docteur Dupuis, médecin de Charlevoix. Oui, ça. J'ai beaucoup aimé ton parcours de ta carrière. Ça me paraît un beau parcours intuitif. Et une question que je me pose beaucoup, j'aimerais que tu contribues à une réponse qui me touche moi personnellement. J'ai d'ailleurs, moi, refusé 2 fois d'aller en politique. C'est pour ça que je suis un peu l'envers de la médaille. Puis, tu as esquissé une remarque tantôt qui m'a vraiment perturbé. J'ai senti que tu étais frustré par la transition entre le conceptuel que tu as vécu longtemps dans ta pratique, puis l'opérationnel, et que ce délai entre cette distanciation-là entre la conception de méthode et le temps que ça vient opérationnel sur le terrain, est-ce que tu penses qu'aller en politique, tu vas être soulagé de cette situation-là, où je perçois mal ton évolution? Ben oui, effectivement. C'est parce que je trouve que si on parle le conceptuel beaucoup, la grande expertise, la recherche, il y a tellement quelque chose de riche, un savoir extrêmement puissant qu'on a au Québec, puis ailleurs dans le monde, mais juste au Québec, c'est incroyable tout ce qu'on a. Puis, tu sais, dans le cadre de ma sabbatique, c'était un peu ça, mes questions, de dire comment ça qu'on a tout ce savoir-là, toutes ces expériences-là, autant sur le terrain que scientifique, puis qu'on n'est pas meilleur à chaque nouvelle gestion de crise, qu'on réinvente la roue à chaque fois. Bon, puis une des choses, c'est que veut pas, c'est une petite critique quand même que je fais au monde de la recherche. Je peux pas généraliser moi-même, là, j'en fais de la recherche, mais je pense que une de mes caractéristiques, c'est que faut être capable des fois de s'adapter à son client. Son client, c'est pas toujours une revue de scientifique internationale avec comité de pairs, là. Tu sais, notre client premier, ça devrait être la population qu'on dessert, la raison, le but ultime pour lequel on le fait, c'est notre communauté, c'est notre territoire, c'est nos partenaires sur le terrain. Puis pour être capable d'apporter quelque chose qui est utile, surtout en temps de crise, il faut que ça soit au bon moment. Une excellente connaissance, toute bien polie, toute parfaite, mais qui arrive 6 mois trop tard, honnêtement, c'est
c'est presque frustrant parce que tu dis, tant qu'à ça, dis-moi le pas, là, parce que si j'avais su, j'aurais peut-être fait différemment. Fait que je trouve que d'être capable d'accepter qu'il y a de la recherche ou des travaux d'expertise qu'on mobilise, mais avec des petits échéanciers, puis accepter que ça soit pas aussi parfait, aussi poli, mais que poli dans le sens, pas politesse, mais dans le sens tout bien parfait, tout bien poli. Je pense que c'est un défaut de certains chercheurs ou même de la culture de la recherche qu'on doit essayer de contrer si on veut que l'expertise et ce savoir-là soit vraiment plus mis à profit pour les décideurs qui sont pas du tout dans ce monde-là, là, qui ont besoin d'une réponse rapide, des fois en quelques minutes, quelques heures. Donc, je pense qu'il y a ce choc de culture-là dans les deux mondes qui a besoin d'être un peu plus exploité. En politique, moi, à date, là, c'est sûr que j'ai vraiment une expérience très, très brève, mais c'est ça, là, la politique, c'est d'être capable de trouver, écoute, à tous les jours, il y a des nouveaux enjeux, des nouvelles affaires. Donc, je pense que c'était cette aptitude-là de gérer dans un monde avec l'ambiguïté, l'incertitude, puis d'aller chercher les meilleures informations dont on dispose au moment où ça compte pour être capable d'influencer de façon stratégique en temps opportun. Donc, moi, je pense que je vais être quand même assez à l'aise de naviguer dans cet univers-là. Je vais te poser ma question différemment d'abord. Tu vas faire une bonne politicienne. Mais non, mais j'ai répondu à ce que j'ai compris, mais peut-être j'ai pas bien compris. Alors, je vais te demander si tu avais 3 conseils à nous donner, nous, dans Charlevoix, parce qu'on va passer en mode opérationnel dans le rétablissement. Si tu avais 3 conseils pratiques, est-ce que tu es capable de les livrer 1, 2, 3? Si vous faites ça dans un certain délai, vous avez des chances d'opérer des changements réels dans la communauté. OK. Ben, le 1, 2, 3, je dirais que un peu en cohérence avec ce que je disais, tu sais, de rapidement mobiliser les principaux acteurs clés. Puis ça, il n'y a pas de hiérarchie, tu sais, des experts, des chercheurs, mais qui ont démontré cette capacité-là de travailler avec le communautaire puis au rythme de la situation, là, plus rapide ou moins rapide selon la situation, des décideurs, des gens qui font partie un peu des différents réseaux, le public, privé, et des citoyens, de rapidement se mettre ensemble en œuvre puis d'apprendre à dialoguer, à se faire confiance, à développer des relations qui fait qu'on apprend à parler un peu la même langue puis on se donne des cibles puis des objectifs communs ensemble. Ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, là. Mais ça, je pense qu'il faut le faire plus tôt que tard parce que ça prend des mois après ça pour s'actualiser et devenir vraiment efficace. Après ça, je dirais de miser sur des petits succès. Tu sais, des fois, là, justement, je reviens avec un peu la critique recherche, on veut faire des grosses affaires, puis on veut évaluer des gros projets, puis on veut trouver des grands résultats, mais de faire des petits pas, des petits succès, puis de faire des petites démonstrations que c'est efficace, c'est ça qui va mobiliser les gens vers de la gestion de changement, puis gestion un peu de changement de culture. Puis 3, je dirais, tout ce qui est communication, il faut le faire savoir, ces succès-là. Faut que les gens l'entendent, faut qu'ils puissent partager leurs bons coups, leurs observations. Il faut qu'il y ait une communication fluide dans tous les sens pour que tout le monde progresse un peu au même niveau en même temps. Super, merci infiniment. Bien, merci d'avoir posé la question parce que je ne l'avais pas bien compris la première fois. Merci Jean-Luc, merci à tout le monde. Peut-être une petite dernière chose, ça va prendre 2 minutes. Jenny va faire la démonstration, on va faire un tour rapide auprès des gens qui sont ici. Un mot pour dire qu'est-ce que vous avez retenu et comment vous vous sentez maintenant après l'entrevue du docteur Généreux. Jenny? J'ai retenu toute l'histoire du tag team, de préparer à l'avance son réseau dans différentes chances, prendre le temps de réfléchir, qu'est-ce qui pourrait arriver, puis bâtir ça. Ça, c'est ce que j'ai appris, que je retiens. Puis comment je me sens? Ah mon Dieu, j'ai vraiment passé un beau moment. J'ai vraiment découvert une belle personne. Puis j'ai envie de soulever des montagnes. J'ai envie de... Je suis déjà quelqu'un, je trouve, qui sort du statu quo puis qui n'a pas peur de changer de vie souvent, mais ça m'a comme vraiment enflammé de t'entendre aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce moment. Merci Jenny. Alors là, Philippe, donc tu es externe, tu commences première fois avec nous sur une entrevue. Donc, une chose que tu as appris et comment tu te sens? Donc, tu décris comme une émotion, mettons. Ben d'abord, merci, Dr. Généreux, de nous avoir permis d'assister à cet échange-là. Je me sens inspirée aussi. Je pense que ce serait ça l'émotion que je nommerais, inspirée de voir que, justement, on peut orienter notre carrière de différentes façons puis se réinventer toujours en se ramenant à ce qui nous est
ce qui nous est propre, ce qui nous est cher. Puis comme étudiant en médecine, je pense aussi que il y a des éléments dans ce que vous ameniez comme de vouloir toujours être dans la performance, puis de toujours être bien organisé. C'est quelque chose de bon, mais je pense que dans notre vie, on va être amené à se redéfinir dans notre carrière, ou en tout cas, j'ose espérer que moi, je vais évoluer dans ma carrière en me posant les questions si je fais encore un travail qui m'échappe, qui est important. Et je trouve ça inspirant de voir votre parcours, puis que vous demeurez toujours avec un souci de répondre aux besoins des populations, puis de vraiment vous questionner puis de vous ramener à voir qu'est-ce que je peux faire concrètement et non pas seulement de monter dans une hiérarchie. Moi, je trouve que c'est un modèle qu'on n'a pas souvent vu. Fait que moi, je trouve que j'étais inspiré par ce discours-là. Puis, je vous remercie de ce point de vue-là qui était super intéressant. Merci, Philippe. Ali? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Oui, donc c'est ça. Moi, ça rejoint un peu beaucoup là, ce que Philippe a dit, là, mais comme on en parlait là, du Living Lab et tout, c'est un peu d'inspirer le leadership. C'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans le cursus de médecine. Là. Je trouve que c'est quand même assez important. Là, puis vous le personnifiez quand même assez bien avec ce dont vous nous en avez parlé aujourd'hui et tout. Nous, on a plus l'aspect médical, surtout dans nos études, là, surtout à l'externat et tout, mais de voir qu'il y a beaucoup plus à la médecine que juste traiter des patients un à la suite de l'autre, là, mais de voir un peu vraiment à l'aspect communautaire, à l'aspect politique même, éventuellement, comme vous vous êtes lancé dedans, puis peut-être que nous aussi, un jour, on suivra, de voir un peu toute cette succession d'événements, c'est très, très inspirant, puis très Merci, Ali. Quentin? Moi, je vais aller un peu dans le même ordre d'idée là, que mes deux collègues, mais c'est vraiment au niveau du parcours que je trouve ça intéressant parce que souvent, en médecine, on arrive d'un parcours qui est quand même rigide, 2 ans de cégep, après ça, 5 ans de médecine, la résidence, après ça, trouver un poste. Fait des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu, que notre avenir est un peu tracé pour nous. Puis là, d'entendre des histoires avec différentes implications, que ce soit en politique, en d'autres choses, de pas tolérer nécessairement le statu quo puis d'avoir du leadership dans son travail. Fait que vraiment de sortir des sentiers battus. Je trouve que c'est quelque chose là, qui est vraiment intéressant à entendre puis qui est inspirant aussi. Merci, Quentin. Léa? Oui. Fait que pour répéter un peu ce que mes collègues ont dit, oui, c'est très inspirant, tout votre parcours et tout ce que vous avez fait, mais je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est comme vous avez dit, les gens veulent juste être écoutés. Puis je pense que c'est aussi ça que j'ai réalisé à travers mon externat. Oui, on est là pour soigner les patients, mais quand je prenais vraiment le temps de jaser avec eux, quand le temps le permettait, je voyais juste que écouter et rien dire de plus ou rien de faire concrètement, ça amenait déjà un stress de plus et les patients étaient déjà mieux. Alors, peu importe ce que je vais finir par faire comme spécialité à travers ma carrière, je pense que je vais garder ça comme perspective, écouter les patients, écouter les gens dans la communauté, puis voir comment je peux aider. Mais je pense que juste en écoutant, c'est déjà une étape de fait. Et je pense que vous l'avez bien démontré aussi avec toutes les choses que vous avez faites. Puis encore une fois, c'est toujours inspirant de voir quelqu'un monter si haut, mais tout en restant fidèle à ses valeurs et à soi-même. Encore une fois, merci de nous avoir permis de participer à ça avec vous aujourd'hui. Donc, on a fait le tour de nos étudiants là, qui restaient à l'écran là, présentement en stage. Mélissa, ce qui est important, c'est aussi quelques petites questions pour toi pour terminer. D'abord, même chose. D'abord, comment tu t'es sentie à travers l'entrevue? Est-ce que avant ou pendant, on veut toujours voir l'expérience des personnes? Super bien. Tu sais, c'est sûr, je te connais déjà d'avance, puis je n'avais pas d'appréhension là, sur des intentions mauvaises que tu aurais eues, ou tu sais, j'ai jamais eu de doute à cet égard-là, donc je savais que ça allait être sympathique. Je connais aussi ton background en psychologie, puis je me doutais que tu allais m'amener à des endroits, puis ça tombe bien parce que c'est comme un peu en ligne avec ce que j'ai dit depuis le début. Tu sais, je pense que des fois, il ne faut pas juste tu sais, je me dis, j'ai rien à cacher, j'ai rien fait de mal. Je vais juste répondre à ces questions, puis ça amènera où ça amènera, that's it. Donc, voilà, merci. C'est le fun. Comme tu dis, c'est super rare qu'on prend autant de temps pour parler de notre parcours. Et qu'est-ce que tu as appris de ça, de cette expérience-là, toi? Bien, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, le concept, là, moi, c'est plus là où j'avais des interrogations, dire, tu sais, ça sert à quoi? C'était pas si clair que ça pour moi, même le profil des gens qui allaient être là, le type d'échange qu'on allait avoir, en fait, je dirais la flexibilité de l'approche où, tu sais, tout le monde, même avec son vient de faire le petit tour de table, tout le monde va partager un peu son point de vue, l'aspect interactif. Je sais pas, il y a quelque chose on est tout en caméra à distance, mais je nous ai vraiment senti
ensemble. Là, il y avait un climat qui était très propice à partager un moment. En tout cas, c'est peut-être moi parce que j'ai beaucoup parlé, mais j'ai l'impression qu'on partageait quelque chose. Donc, non, c'est super positif. Puis, le fait d'être moins dans uniquement l'intellectuel, tu sais, c'est correct. Il fallait poser des questions sur mes travaux, mais j'aime le fait qu'après ça, on est allé dans d'autres zones, mise en situation. Ça, c'est super intéressant. Ça permet de se connecter beaucoup plus avec la personne qu'on est dans son entièreté plutôt que simplement l'aspect très intellectuel de la chose. Ben, Mélissa, c'est vraiment un honneur pour moi de te revoir, pour nous de te recevoir en entrevue et de te revoir, ma chère collègue de classe. Je pense pas qu'on a eu l'occasion de se parler aussi longtemps en personne, là, mais j'ai toujours voulu te parler encore un peu plus et apprendre à te connaître. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, ce qu'on a tous fait aujourd'hui, j'aimerais laisser le mot de la fin à une personne que je connais pas beaucoup non plus, Andréane. Donc, tu es une invitée avec nous, j'imagine, de la santé publique, toi aussi. Alors, Andréane, comment est-ce que tu pourrais nous donner le mot de la fin? Puis ici, c'est pas un concours. Je te laisse le mot de la fin. Merci. En plus, je pense qu'avec Dr. Girard, je suis une des dernières là, de la direction de santé publique à Québec. C'est drôle parce que les étudiants faisaient le tour de comment ils se sentaient, puis je me disais, moi, comment que je me sens? Puis, c'est pas la première fois que j'entends des présentations là, de Dr. Généreux, puis à chaque fois, on sort de là vivifié, on sort de là inspiré, puis on dirait que la créativité est en effervescence. J'aurais le goût de dire que moi aussi, je me sens très nourrie par cette présentation, encore une fois. Donc, merci beaucoup. J'aurais le goût de vous dire, partons en essayant d'appliquer cette créativité-là pour le plan de rétablissement à venir. Je pense que restons alertes et essayons d'innover dans le contexte actuel. Ça serait mon mot de la fin. Sur ce mot-là d'Andréane Tremblay, tout le monde à l'écran. Merci beaucoup, Dr. Généreux, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre générosité en pleine relâche, de prendre votre temps de vacances pour le passer avec nous. Et maintenant, il sera dans quelques semaines sur YouTube et on pourra le partager avec tout le monde. Au revoir tout le monde. Eh bien, merci de l'invitation. Hein? Merci. Au revoir, merci. Merci.